Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 234 du podcast Jeune Actu. On a été très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Il est là, Grégory Richard, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Je dis il est là avec sans S puisque tu es tout seul. Bah ouais, Les deux autres, on les salue, ils ont déserté. Camille Saraben est à la technique, bonjour Camille. Bonjour. L'émission de cette semaine qui vous est présentée par American Life Market, épicerie américaine en ligne qui vous propose plein de bonnes choses. Vous avez les bonbons Reese, les soupes Campbell, les mac and cheese, tout ça c'est sur americanlifemarket.com. Au programme du jour, le bilan de la Free Agency. On va faire un grand bilan sous forme de Power Ranking. Alors on le dit tout de suite, c'est un Power Ranking des forces en présence, pas des Free Agency. On ne fait pas qui a réussi la meilleure Free Agency, on fait meilleur effectif à l'heure H. Voilà, au moment où on parle, enregistrement 17h58, mardi 27 mars. Voilà, je ne connais pas les dates, c'est l'heure d'été. D'ailleurs, tu remarqueras que les derniers agents libres un peu chauds coup de bol sont au courant, parce que visiblement, ils se sont dépêchés de signer avant que l'émission ait lieu. C'est ça, coup de bol. Donc voilà, pour le Power Ranking, je le répète, le 5e va vous étonner, évidemment. Alors, on prévient tout de suite, la team premier degré, on a mis ça dans le titre de l'émission. C'est pour rire, c'est du troll. Voilà, ne dites pas vous êtes tombé si bas, etc. Déjà, on le sait, hein, si on a envie de tomber, on le fait nous-mêmes. Mais on n'en est pas là et on avait juste envie de le faire pour rigoler parce que si vous avez suivi l'épisode 233, on avait dit qu'on le ferait en rigolant. Voilà donc pour le Power Ranking, c'est parti Camille. La musique de l'actu qui fait peur comme ça, elle est vachement bien. Le Power Ranking, donc Grégory, on explique le principe quand même aux gens. Hier, on s'est concerté, on a fait un Power Ranking chacun et après on a essayé de mettre un peu en commun. Donc il y a des fois où on va un peu débattre sur la position de certaines équipes et voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur certains. Il y a des équipes que tu avais beaucoup plus haut que moi et inversement. On va dire que dans le top 10, on se rejoint quand même plus ou moins. À peu près, après en dessous où on a du mal, sur les très bas. Après, on s'est adapté, on a essayé de faire un truc un peu commun et ça commence avec les Colts en 32e position. Là, on était d'accord. Non, on n'était pas d'accord parce qu'à première vue, j'avais mis une autre équipe. Mais en réfléchissant, en préparant un peu et tout ça, je suis finalement assez d'accord avec toi. En fait, moi, ce qui m'embêtait, c'est qu'il y a Andrew Luck. Et donc, je me disais, ils ont un quarterback, etc. Mais dans les faits... Mais c'est toujours la même problématique. Ils ont Andrew Luck, mais ils ont quasiment que ça. Ouais, et alors moi, j'allais même te dire autre chose. Ils n'ont pas Andrew Luck aujourd'hui. Oui, mais je veux dire... C'est vrai que là, si on parle de leur H, encore une fois, parce que de toute façon, on sait qu'il y aura la draft d'après, il y aura les camps d'entraînement, on va voir comment ça va se passer, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si on regarde le roster actuel, on se dit que Andrew Luck, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore rejoué, on ne sait pas encore dans quel état de forme il va revenir. Alors, encore une fois, Jacoby Brissett n'a pas déshonoré l'année dernière, mais ça fait quand même léger, avec en plus le comparatif du roster intégral à côté. Cet effectif-là, plus Jacoby Brissett, c'est clairement dernier. De toute façon, s'il n'y a pas Andrew Luck, c'est clairement dernier. Donc, pour moi, ils sont derniers sur la foi qu'on ne sait pas de toute façon dans quel état est Andrew Luck. On va avoir le problème avec d'autres. Hein. Je pense qu'on va parler plus tard de Carson Wentz en disant voilà, est-ce qu'il revient, etc. Mais Wentz, on sait qu'en théorie, il va revenir, on sait ce qu'il a, etc. Luck, c'est un tel mystère depuis un an et c'est un tel chantier qu'il est permis quand même de douter. Donc, voilà. Et en plus, ils n'ont pas fait une free agency folle, quoi. Je vais me répéter un peu par rapport à la semaine dernière, mais c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est qu'il y a quand même un nombre de besoins qui était assez conséquent à combler. Et au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de postes. Premier exemple qui est venu en tête, c'est le poste de linebacker, typiquement. Personne. Où ils sont censés passer sur une 43, donc avec des linebackers, on va dire, un peu plus run-stopper dans le sens du terme, un joueur supplémentaire. En plus, ils ont eu la mauvaise nouvelle d'apprendre qu'Edwin Jackson s'était tué dans un accident donc, au cours de l'intersaison. Donc ça faisait un joueur potentiellement titulaire en moins. Et pourtant, il n'y a eu quasiment aucun mouvement sur le deuxième rideau. Donc là, ils ont récupéré des choix de draft avec l'échange avec les Jets. Il faudra vraiment que Chris Ballard fasse le boulot comme il l'a fait l'année dernière. Parce que là, très clairement, sur le papier, on a un backfield défensif, si je parle purement de la défense, qui a l'air assez renforcé.
Mais il y a un front seven qui pose énormément de questions. Et en attaque, c'est quand même un foutoir, si tu me permets le terme, assez conséquent. Les recrutements, c'est juste Ryan Grant, Matt Slozone et Denico Autry. Et ils ont perdu Frank Gore, Dante Moncrief, Kamara Aiken, Jonathan Hankins, Barkevius Mingo, John Bostic, Rashan Melvin, Darius Butler. Alors, ils n'ont pas perdu des foudres de guerre. Mais déjà, sur le papier, ils n'avaient pas perdu, des... voilà. Mais ça n'a pas l'air de s'arranger non plus. Tu vois, si tu gardes un joueur comme John Bostic, déjà, tu te laisses au moins la possibilité d'avoir une escouade de linebacker qui est un peu séduisante, quoi. Là, peut-être, hormis, je sais pas, Antonio Morrison, peut-être. Et puis, je sais que la ligne allait un peu mieux, mais seulement Matt Slozon, ils auraient peut-être pu éventuellement se positionner sur autre chose. Mais voilà, ça a été très très dur et donc cet effectif reste très très pauvre. On sent qu'ils veulent reconstruire par la draft. Surtout que tant qu'on parle de la ligne, Ryan Kelly, depuis son arrivée dans la ligue, j'ai pas dans l'idée qu'il soit complètement rassurant d'un point de vue blessure. Donc on va pas non plus prendre 18 centres derrière lui. Mais voilà, ça fait partie de ces nombreuses interrogations et c'est pour ça que les classer 32e, c'est pas non plus une surprise. 31, les Cardinals. Alors, leurs QB sont Sam Bradford et Mike Glennon. Déjà, ça situe un petit peu le problème. Ils ont perdu Tyrann Mathieu. Ils ont signé Justin Pugh sur la ligne, mais ils ont échangé Jared Veldheer. Donc, au final, on se retrouve avec, pareil, un recrutement très limité. On l'a dit, Bradford, Glennon, André Smith aussi sur la ligne, Justin Pugh, Ben Benwick. Je ne sais pas si je le prononce bien sur le poste de cornerback. Panthers, ouais. Voilà. Et après, ils ont perdu Drew Stanton, Adrian Peterson, John Brown, Troy Niklas, Jared Veldheer, Karim Martin, Xavier Rhodes, Carlos Dansby, Ramon Williams, Justin Bettel, Tyrann Mathieu et Tyvon Branch. Et encore une fois, moi, je ne me remets pas on coupe Tyrann Mathieu pour des questions de pognon, mais on donne 15 millions garantis à Sam Bradford. Ça me laisse quand même, mais alors complètement ébahi. Mathieu est peut-être pas. était peut-être un peu gourmand. Omniprésent la saison dernière, etc. Mais ça reste un bon joueur. Il revenait de blessure aussi. Enfin, mince quoi. Il montait aussi en puissance. Moi, je comprends pas. Ils ont pas de quarterback. C'est un fouillis total. Il y a David Johnson qui va revenir, tant mieux pour eux. Mais alors le reste, j'ai quand même du mal à me situer. Il y a Chandler Jones, il y a des éléments, mais c'est hyper fouillis. Il y aura un nouveau coach. Enfin, ça va être. C'est un peu ça. Ouais. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Déjà, ne serait-ce que le système, le schéma défensif. On sait que ces dernières années, ils étaient sur une 34. Je ne suis pas sûr qu'à Lolcombe, un nouveau coordinateur défensif, soit plus partisan d'une 34 ou d'une 43. Donc déjà, rien que là, on ne sait pas trop. A priori, lui, il est plus sur une 43, mais il n'y a pas d'indicateur comme quoi ça va changer la saison prochaine. Donc ça sera éventuellement à suivre. Et du coup, on se retrouve avec, t'en parlais, donc le départ de Tyrann Mathieu, qui va devoir être compensé par Budda Baker, alors qui était pro bowler l'année dernière sur équipe spéciale, mais dont on ne connaît pas encore le rendement vraiment qu'il aura en tant que pure safety. Leur deuxième cornerback aujourd'hui, c'est Brandon Williams, ancien deuxième tour, un peu surprise, qui n'a pas non plus. Donc on va se retrouver avec beaucoup de jeunes un peu lancés dans le grand bain, où on ne sait pas forcément énormément de choses. Sur la ligne défensive, c'était déjà assez maigre. Ils ont laissé partir Josh Mauro aux Giants sans forcément le remplacer. Et puis, t'en parlais, outre le départ de Tyrann Mathieu, on a laissé partir un joueur comme Jared Veldheer au poste de tackle, sachant que le poste de tackle était déjà pas hyper rassurant en tant que tel. On a un DJ Humphries qui revient un petit peu, mais qui est une bombe à retardement d'un point de vue blessure. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Le poste de receveur, on a l'impression qu'il n'y a que Larry Fitzgerald qui tient cette escouade à bout de bras, alors qu'il est déjà plus ou moins au bord de la retraite. Il a confirmé son retour ou pas? Oui, il a confirmé son retour. Mais derrière, c'est quand même mince. Il y a J.J. Nelson, il y a Chad Williams qu'ils ont recruté l'année dernière et dont on attend de voir ce qu'il va être capable de vraiment donner. Il y a énormément d'interrogations. Visiblement, on veut passer à un nouveau cycle. Mais est-ce que ça va être couronné de succès? Rien n'est moins sûr. Les Bears sont 30e. Alors là, j'ai un peu de mal aussi à comprendre. Il y a eu une sorte de semi-buzz sur leur intersaison. T'as été un peu sévère, quoi. C'est vrai. Je les avais mis un peu plus haut. Je les ai rebaissés. Encore une fois, on a fait des compromis. Hein. Là, c'est un de ceux où je suis plus allé dans mon sens. Parce que, je sais pas, moi j'ai du mal. Ils ajoutent Chase Daniel, Tyler Bray, Allen Robinson, Tyler Gabriel, Trey Burton, Aaron Lynch, Cody Parquet. Bon, très bien, ils ont ajouté Allen Robinson qui revient de blessure, Tyler Gabriel qui est un troisième receveur, Trey Burton qui est un tight end qui n'a pas encore prouvé grand-chose. Bon, très bien. Ils ont perdu Marcus Wheaton, ils ont perdu Josh Sinton quand même, ils ont perdu Pernell McPhee, Willie Young, Jarrell Freeman, Quentin Dems. Je sais pas, pour moi c'est plus ou moins une opération neutre. Et encore, Sinton, McPhee, c'était quand même pas vilain.
Je sais pas, moi c'est plus sur la progression interne de Trubisky et je pense pas qu'il ait prouvé grand chose. Donc Non. Après, alors, je te rejoins. Allen Robinson, il revient de blessure. On va attendre de voir ce que ça donne. Après, encore une fois, de ce qu'on a vu, c'est une blessure. Oui. Il collectionne pas les pépins physiques depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Non, mais il a manqué donc, une sur le saison papier, complète. c'est déjà au moins c'est au moins potentiellement ce que n'avaient pas les Bears jusque-là, c'est-à-dire un receveur numéro 1. Donc ça, c'est déjà une donnée importante. Trey Burton, je suis d'accord avec toi, on ne sait pas encore ce que ça vaut. On sait que c'est un très bon tight end bloqueur, mais on ne sait pas encore si les mains seront suffisamment fiables pour être en concurrence avec Adam Shane, je crois qu'il était leur deuxième tour de draft la saison passée. Mais offensivement, il y a au moins des éléments qui commencent à se mettre en place. On n'oublie pas qu'il y a quand même un gros jeu au sol sur lequel je pense Trubisky va continuer de s'appuyer avec Jordan Howard et Tariq Cohen qui a été la bonne surprise l'année dernière. Et la ligne, en effet, Josh Eaton est parti, mais il y avait quand même des choses assez intéressantes. On sait que Ronnie Grasso, qui a eu quelques problèmes de blessure, je crois, l'année dernière, peut revenir en position de centre. Cody Whitehair, qui était plus recentré, va peut-être se décaler un peu en garde. Il y a quand même une escouade de linemen assez crédible, on dira, sur le papier. Défensivement, ça pose un peu plus question. Il y a toujours cette problématique sur le poste de corner. Ils ont re-signé Kyle Fuller, qui n'était pas extraordinaire non plus, en tout cas qui n'a pas eu l'impact d'un premier tour. Prince Amukamara, qui était hyper irrégulier. Craven LeBlanc, qui a toujours ses petits défauts de jeunesse. Mais c'est vrai qu'on a du mal, que ce soit au poste de safety ou de corner, à avoir vraiment la sensation qu'on a un vrai playmaker. Et puis, il y a eu des paris. Je pense à Jarrell Freeman au poste d'inside linebacker, qui est déjà parti. Et on n'est pas sûr aujourd'hui qu'un joueur comme Katkowski soit vraiment la réponse. Donc c'est vrai que il y a beaucoup d'interrogations, encore une fois. Je suis d'accord avec toi, ça va pas tout révolutionner du jour au lendemain, mais déjà pour Trubisky, il y a peut-être un environnement qui va être un peu plus propice, changement de head coach, en plus un coach qui est vraiment porté sur l'attaque, des cibles qui, si Robinson revient en forme, et je sais que c'est un gros si, pourront permettre déjà de donner un côté varié à cette attaque de Chicago, et du coup pourra éventuellement permettre d'être un peu plus menaçant, un peu plus crédible d'un point de vue points marqués par match. Donc voilà, après on va pas grimper au rideau non plus tout de suite en se disant ça y est, Chicago va renouer avec les playoffs, mais c'est déjà un peu annonciateur de bonnes choses, je trouve. Ouais. Je m'enthousiasmerai plus tard. 29, les Jets. Josh McCown est leur quarterback pour le moment, en attendant le rookie. On précise, on ne prend pas en compte les échanges dans ce power ranking, on ne juge que l'effectif, pas les choix de draft qu'ils ont en stock. Donc, c'est précisé. Les Jets, avec un effectif... Bon, on disait déjà ça l'an dernier. On disait déjà qu'ils avaient un effectif très pauvre. Ça ne change pas énormément quand même. Je vais reprendre juste la liste de ce qu'ils ont fait pendant la free agency, mais c'est pas, il n'y a pas de révolution. Teddy Bridgewater, Isaiah Crowell, Spencer Long, Avery Williamson, Kevin Pierre-Louis, Truman Johnson, Cairo Santos. Alors Truman Johnson apporte quelque chose au poste de cornerback, très bien. Ils perdent Matt Forte, Austin Seferian-Jenkins, Dakota Dozier, Wesley Johnson, Mohamed Wilkerson, Connie Ely, Demario Davis et Chandler Catanzaro. Mohamed Wilkerson, c'est évidemment, on l'a déjà dit, un gros talent, mais c'était un cas dans le vestiaire, ils n'arrivaient plus à le tenir, ils en voulaient plus, tant mieux. Pour moi, c'est hyper stable. Il n'y a pas grand-chose qui a changé là après cette free agency. Non, alors, je vais me répéter un peu, mais leur free agency, je ne la trouve pas incohérente sur le fond. Non. Après, si on part du principe qu'ils ont laissé partir des quelques tours de draft, notamment des deuxièmes tours qu'ils avaient à leur disposition, et qu'il y a quand même 99% de chances que ce soit un quarterback en troisième choix le mois prochain, on peut quand même plus ou moins se dire que l'effectif actuel, hormis le nouveau quarterback qui va être couvé derrière ceux qui ont été signés, ça risque d'être quand même plus ou moins le même. Oui, non, mais donc on ne prend pas de risque en analysant aujourd'hui. Après, c'est cohérent dans le fait qu'ils essaient de se reconstruire, ça va venir par la draft avec ce choix-là, etc. Donc dans les faits, l'effectif aujourd'hui il est un peu pauvre. Ils progresseront peut-être avec ce quarterback qu'on leur souhaite. Mais je pense quand même que le poste de running back me semble quand même un peu amélioré. Je pense que Isaiah Crowell, j'en parlais la semaine dernière, mais il était quand même sous-utilisé à Cleveland. Je pense que par rapport à Matt Forte, qui était clairement en fin de course, ce sera une plus-value à mon sens. Ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'au poste de receveur, il y a tellement d'incertitudes qu'ils doivent avoir 15 ou 16 receveurs actuellement sous contrat. Alors que la draft n'a pas encore eu lieu. Je serais très étonné qu'ils en draftent un encore, mais en tout cas, voilà, il va y avoir une très large revue d'effectifs. Ma principale interrogation sur l'attaque, c'est le poste de tackle, notamment. Beaucoup de sacs concédés l'année dernière, et j'ai pas la sensation qu'on ait énormément remédié à ça. Donc c'est ce qui me fait un petit peu peur, en l'occurrence pour New York. Après, défensivement, interrogation aussi sur les lignes. Mohamed Wilkerson est parti, mais n'a pas forcément été remplacé.
Donc, il faut savoir qui va être l'autre defensive end. Ils n'ont pas signé David Bass aux dernières nouvelles, qui n'avait pas fait une mauvaise campagne 2017 notamment. Donc, je pense qu'il va falloir trouver une amélioration par rapport à Mike Pennell, qui est peut-être le plus expérimenté, on dira, sur le poste de defensive end 34. Derrière, encore une fois, ça me paraît pas incohérent. Pass rusher, peut-être. Il manque encore ce petit playmaker, qui n'est pas forcément Jordan Jenkins, selon moi. Après, sur le backfield, ça me paraît quand même assez cohérent avec les 2 bons safeties qu'ils ont draftés l'année dernière. Truman Johnson, t'en parlais, le retour de Maurice Claiborne. Donc voilà, les lignes essentiellement à développer, mais c'est vrai que ça rassure pas énormément au premier abord. Les Dolphins sont 28e. Jarvis Landry, Ndamu Kongsu, Mike Pouncey sont partis. Tannehill revient de blessure quand même, on l'oublie un peu. Et je me demande qu'est-ce que Frank Gore vient faire dans cette galère en dehors du fait qu'il vient de Miami, parce que franchement, alors après, moi je suis plus triste pour lui parce qu'au bout d'un moment, mettons les Colts, c'était un échec, ils voulaient aller chercher une bague parce qu'à l'époque ils sortaient d'une finale de conf, ils tentaient ce coup-là, etc. Bon, visiblement il veut pas de bague, parce que là c'est absolument pas à l'ordre du jour. On sait jamais. Alors leur On n'est recrutement, pas optimiste, mais Brock Osweiler, Frank Gore, Albert Wilson, Danny Amendola, Josh Seaton, Daniel Kilgore, Robert Quinn. Ils ont perdu Matt Moore, Jay Cutler, Jarvis Landry, Julius Thomas, Mike Pouncey, Terrence Fed, Ndamu Kongsu, Lawrence Simmons, Michael Thomas, Nate Allen, Cody Parkey. Je sais pas, là pour le coup, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas dans quel sens ils vont vraiment. Est-ce qu'ils vont jeunes? Est-ce qu'ils vont pas jeunes? Est-ce qu'ils reconstruisent? Est-ce qu'ils reconstruisent pas? Qu'est-ce que Frank Gore vient faire là s'ils reconstruisent? Qu'est-ce que Danny Amendola vient faire là s'ils reconstruisent? Pourquoi tu remplaces Jarvis Landry, Ndamu Kongsu et je sais plus qui part, Danny Amendola et Robert Quinn, qui est pas un mauvais joueur au demeurant, pas du tout. Déjà Robert Quinn va trouver un poste qui est plus adapté, bien sûr. Qui est plus adapté. C'est un bon fit. Pour lui, c'était mieux de quitter les Rams. Mais si tu veux, en y regardant de plus près, elle est bizarrement construite pour l'instant, cette équipe. C'est exactement la même logique que pour Indianapolis. C'est pour ça que je les mets encore bas aujourd'hui. C'est parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle dans quel état va revenir Tannehill. Jusqu'à preuve du contraire, il s'est blessé une seule fois. Malheureusement, ça lui a fait louper l'intégralité de la saison puisque c'était intervenu relativement tard pendant la dernière pré-saison. Mais c'est quand même une interrogation à prendre en compte à l'heure actuelle pour Miami, et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi quelques rumeurs sur des éventuels quarterbacks draftés, notamment Baker Mayfield ces dernières semaines. Je ne suis pas complètement en désaccord avec certains choix parce que tu posais la question pour Frank Gore. Je pense que son rôle essentiel, ce sera de chapeauner Kenyan Drake, sur lequel Miami a l'air de fonder quand même pas mal d'espoir. Des chaperons, il y en a, lui, Amendola, etc. Ils sont là pour ça. La présence de Robert Quinn, ça peut permettre également à Cameron Wade de développer, de chaperonner à son tour Charles Harris sur le poste de defensive end. Après, je suis d'accord avec toi, et moi c'est ce que j'évoquais la semaine dernière, il y a des postes encore qui me posent question. Toujours pas de tight end titulaire. Défensivement, il y a quand même des grosses interrogations sur le poste de linebacker, avec notamment la blessure de Raekwon McMillan. Le backfield défensif, je suis pas un grand fan de Howard et Tankersley en corner, mais ça à la limite. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en effet il y a des jeunes, donc Tankersley en effet il est jeune, Devante Parker à la réception, Kenyan Drake, il y a pas mal de trucs, mais ça manque de lion. Après, je suis d'accord sur leur politique de nettoyage du vestiaire. Je comprends pourquoi ils se sont débarrassés de Landry et Sou, qui apparemment s'intégraient pas, en tout cas pas à leur goût. En termes de jeu, je comprends pas qu'on se débarrasse surtout de Landry. Sou, il avait de l'impact, mais pareil, il coûtait de l'argent, c'était pas un bon fit, etc. Il apportait pas un truc supplémentaire à la défense. Donc je peux comprendre qu'ils s'en débarrassent, mais du coup, ça les laisse quand même. Tout en comprenant le process, ça les laisse, comme tu dis, avec des jeunes. Et ils sont exposés. Après, et donc, pour l'instant, c'est faible. Ce qui justifie leur classement, c'est aussi que moi, de ma perception, j'ai la sensation que ça va peut-être prendre encore un peu de temps. Si on repart sur un changement, encore plus s'il y a un changement de quarterback, ça va peut-être pas se faire tout de suite. Attention, le power ranking, de toute façon, c'est pas pour dire ils sont 28e, ils sont nuls, c'est aussi pour dire ils sont en 28e, ils sont en effet en reconstruction avec ces jeunes-là, des mecs qui vont les chaperonner, etc. Ça veut pas dire qu'ils vont pas progresser. 27e, les Browns, Jarvis Landry, Tyrod Taylor, Josh Gordon. Donc Josh Gordon, il n'avait pas été recruté, mais c'est pour vous donner un petit peu les armes pour Tyrod Taylor. Il y aura Josh Gordon et Jarvis Landry, ce qui est quand même beaucoup mieux sur le papier que ce qu'ils avaient l'an dernier. Ils ont aussi recruté Carlos Hyde, qui est quand même une addition intéressante au sol. Darren Fells, tight end, Chris Hubbard, offensive tackle, Chris Smith en défense, Edgy Gaines, cornerback, TJ Carey, cornerback, Terrence Mitchell, cornerback, et Damarius Randall, qui est marqué safety sous mes yeux. Il y a du monde quand même.
Là, pour le coup, c'est une free agency active. Et il y a du monde quasiment partout. Ils ont essayé de picorer un peu partout. Ils ont perdu que DeShone Kizer, Isaiah Crowell, Joe Thomas. Bon, ça, c'est très important, évidemment. Danny Shelton et Jason McCourty. Il y a peut-être Shelton qu'ils n'ont pas remplacé pour l'instant dans le. Oui, mais il n'y avait pas forcément là. besoin. Ils ont du. Ils avaient derrière. Ils ont le col remplacé. Ouais, ils avaient derrière. Donc, du coup, moi, je suis plutôt optimiste. Et en effet, sur le papier, cet effectif, oui, il sort de 0 défaite. Mais il est presque plus cohérent que. On parlait Cardinals, on parlait. Là, il y a un truc. Et en plus, ils ont une blinde de choix de draft. Ça rentre pas dans le classement, mais c'est un bonus à rajouter à tout ça. C'est ça. Là, on est clairement dans la free agency cohérente. Alors, on aime ou on n'aime pas Tyrod Taylor, mais en tout cas, c'est une plus-value par rapport à ce qu'était DeShone Kizer. Par rapport, ils n'avaient pas de receveur avec un impact similaire à ce qu'avait Jarvis Landry. Et puis surtout en défense, ils avaient un front seven qui certes avait encore du mal à confirmer, mais qui en tout cas était prometteur, avec un backfield défensif un peu plus délicat. Là, avec EJ Gaines, alors Damarius Randall, faudra voir parce que en corner, il n'était pas régulier, on ne sait pas à l'échelon supérieur. Enfin, on n'a pas encore vraiment vu en free safety NFL ce qu'il était capable de donner. Mais EJ Gaines, en tout cas, c'est une bonne pioche et c'était sur un poste à besoin. Donc, dans l'ensemble, c'est cohérent pour Cleveland. La principale interrogation, ça reste forcément Hugh Jackson. On n'oublie pas qu'en 2 saisons, il n'y a quand même qu'une seule victoire au compteur. Voilà, même avec un effectif qui n'est pas très reluisant, bon, je pense qu'il y a quand même moyen de récupérer 2-3 victoires ici et là. Donc ça va être forcément une zone d'ombre. Mais en tout cas, le roster, tel qu'il était, et encore plus par rapport à la saison dernière, ça a clairement de la gueule. 26 Giants, ils ont un linebacker, Alec Ogletree et un tackle Nate Solder, ça des choses dont ils avaient besoin. Sinon, il y a pas mal de paris dans cette équipe. Mais alors la question, et qu'on pose pour beaucoup d'équipes, est-ce qu'ils ont un quarterback ? Parce que ça rentre, moi c'est pour ça aussi qu'ils sont bas. Alors je dis pas que Eli Manning est cramé, archi cramé, mais c'est pas non plus un super gage de qualité. Donc ils ont recruté pour vous faire la complète un Jonathan Stewart, Cody Latimer, Nate Solder, Patrick Omameh, Karim Martin, Alec Ogletree, Michael Thomas. Ils ont perdu Geno Smith, Orleans Darkwa, Shane Vereen, DJ Flucker, Justin Pugh, Weston Richburg, Jason Pierre-Paul, Jay Bromley, Devon Kennard, Ross Cockrell et Dominic Rogers-Cromartie. Donc sur les lignes, il y a quand même des pertes avec Pugh, Richburg et de l'autre côté Jason Pierre-Paul. Donc je ne sais même pas s'ils ressortent plus fort de cette... Il y a Solder qui est quand même très important. Oui, non, mais ça c'est clair que c'est un ajout, voilà. Surtout sur une ligne offensive qui était un peu poreuse l'année dernière sur le pass pro. S'il n'y avait pas Solder, leur free agency était quand même cata. Alors, elle est très difficile à analyser cette free agency des Giants, et donc du coup le roster en lui-même devient difficile à analyser. Alors pour répondre à ta première question, Eli Manning, je suis pas sûr de ce qu'il a montré la saison dernière que ce soit encore la réponse. Maintenant, Pat Shurmur arrive, spécialiste offensif. Il a peut-être dans l'envie de se faire une idée claire et précise de ce qu'a encore Eli Manning dans le réservoir avant peut-être de passer la main à quelqu'un d'autre ou via un quarterback drafté dès cette année ou éventuellement la saison prochaine. Maintenant, ce qui m'interroge un peu, on a beaucoup raillé entre guillemets les Rams qui avaient changé de système défensif l'année dernière alors que ça fonctionnait plutôt bien. Alors certes, tout n'a pas été parfait chez les Giants l'année dernière, également en défense. Mais on change quand même de système et il y a beaucoup de postes qui, moi, m'interrogent. Le poste d'outside linebacker, notamment, qui est donc censé être le nouveau poste des edge rushers. On s'interrogeait sur Jason Pierre-Paul, qui est donc parti. Olivier Vernon en outside linebacker, je suis toujours pas convaincu. Donc on se retrouve quasiment avec 2 pass rushers à récupérer, notamment via la draft, parce que là, il y a plus énormément de denrées, on dira, intéressantes via la free agency. La ligne défensive pose également question, donc le fameux front 3, avec Josh Mauro qui a été recruté, mais qui est déjà susceptible d'être suspendu en début d'année. Donc là aussi, ça sous-entend qu'il va falloir également recruter. On laisse partir Rogers-Cromartie, mais est-ce que Eli Apple, par exemple, en corner, est capable d'être titulaire ? Rien n'est moins sûr. Et donc il y a toutes ces interrogations et puis la ligne offensive qui certes va être peut-être un peu meilleure avec Solder, mais ça pose également une autre question: qui sera l'autre tackle? Où va être placé Eric Flowers? Il y a quand même énormément d'interrogations, notamment dans ce changement de système défensif qui fait dire que, à l'instar des Rams cette année, défensivement parlant, ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour New York pour vraiment être compétitif dans ce secteur. Bills, 25e, drôle d'équipe aussi, ils sont en play-off et pourtant ils se retrouvent très bas. La réponse, c'est pas de quarterback. On a eu le débat tous les deux. Moi, je les aurais mis un peu plus haut. On n'est pas client des Jay McCarron. Cordy Glenn a été échangé aussi, c'est quand même important sur la ligne. Il y a Vonta Davis et Star Lotulelei qui arrivent en défense pour renforcer un peu, mais c'est surtout le quarterback qui... On n'est pas client McCarron, voilà. C'est bien résumé. Alors,
là, pour le coup, c'est peut-être l'inverse des Giants. Encore que défensivement, ça me paraît solide. Bon, ils ont pris Starlo Toulalay en re-signant Kyle Williams, donc il y a beaucoup de defensive tackle avec d'autres postes que je trouve un peu plus déficitaires. Je pense au poste de linebacker, notamment, on a laissé partir Preston Brown. Mais globalement, leur escouade se tient. En défense, ce qui m'inquiète, c'est beaucoup plus l'attaque. AJ McCarron peut très bien faire ce qu'a fait Tyrod Taylor l'année dernière, c'est-à-dire sans être fabuleux, concéder un minimum de turnover et permettre aux Bills éventuellement d'être compétitifs jusqu'au bout. Il est capable de le faire, mais on en est quand même déjà moins sûr. Et poste de receveur, il y a quand même quelques interrogations. Kelvin Benjamin n'a pas non plus a pas tout pété dès son transfert à Buffalo l'année dernière. Pour ceux qui ont suivi l'actualité sur le site, on sait que Zay Jones a quelques petites interrogations extrasportives un peu inquiétantes ces derniers jours. Écoute, si tu trouves ça inquiétant de se balader tout nu au 30e étage d'un immeuble et d'essayer de casser la vitre pour sauter, voilà, tu as un seuil de tolérance quand même assez bas. Eric Wood, on rappelle, a pris sa retraite au poste de centre. On ne sait pas si Russell Bodine va être capable de prendre la suite, donc c'est purement offensivement que ça m'inquiète un petit peu pour une équipe qui n'était pas non plus flamboyante l'année dernière et qui s'appuyait énormément sur LeSean McCoy. Donc voilà, c'est ce qui m'inquiète un petit peu et c'est ce qui fait que je les classe moins relativement bas parce que tu avais été un peu plus optimiste à leur sujet. Mais voilà, après, encore une fois, défensivement, ils pourraient faire le boulot. Je parlais du renfort sur le poste de defensive tackle. Pass rusher, ils n'ont pas signé énormément en l'occurrence. Donc voilà, si Chuck Lawson n'est pas performant et que Eddie Yarbrough retrouve un niveau un peu plus mitigé, on dira. Voilà, je suis pas complètement rassuré non plus sur le poste de pass rush. J'ai rien dit. Excusez-moi si vous me voyez en vidéo faire des signes à Camille. J'avais un problème de retour de live. Je ne voyais pas la bonne vidéo, visiblement. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon retour avec Facebook. Autant pour moi. Donc, les Buccaneers sont 24e. Jason Pierre-Paul, Vinny Curry, Beau Allen ont été recrutés sur la ligne défensive. Ryan Jensen a été surpayé sur la ligne offensive. Et après, c'est un peu toujours le problème. Moi, j'aurais pu les mettre plus haut sur l'effectif. Mais c'est les Buccaneers, quoi. C'est-à-dire que il y aura toujours Dick Cutter. J'ai toujours l'impression qu'ils vont pas tenir leur effectif. On rappelle que Jameis Winston est toujours sous enquête par rapport à son affaire de beurre. Il n'y a pas un truc comme ça parce que j'ai vu la news passer comme quoi Dick Cutter n'était pas complètement rassuré justement sur ça me dit rien, tu vois, pour une fois. La possibilité. Il n'y a pas eu une agression ou Ah non, alors là j'avais pas de. Ah, l'affaire de la voiture. Je crois pas. Il me semble qu'il est sous investigation de la part de la Ligue, que c'est pas complètement terminé. Bon, on va pas anticiper non plus plus que de raison. Mais après, les trois additions que j'ai données, c'est les principales. Grosso modo, elles compensent à peu près ce qui est parti. Chris Baker, Robert Ayers, etc. Doug Martin, c'est pas une grosse perte, il performait plus des masses. Donc dans les faits, c'est assez stable pour cette équipe. Ouais. Donc voilà, 24e, ils n'étaient pas en play-off l'an dernier. C'est toujours une équipe difficile. Sur le talent, ils pourraient être au-dessus. Mais pour le coup, on a dit qu'on ne prend pas les choix de draft en compte, mais on prend les coachs. Donc au niveau du coaching et de l'ambiance... Oui, puis même si on regarde l'effectif actuel, alors Peyton Barber a montré de bonnes choses en fin de saison, mais jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas de running back titulaire vraiment imposant depuis le cut de Doug Martin. C'est tant est que Doug Martin en était un en 2017. Et puis, encore une fois, il y a quelques postes qui m'interrogent. J'étais sceptique l'année dernière à ce sujet, mais la ligne offensive, hormis l'arrivée de Ryan Jensen, en tout cas sur le pass pro, me semble pas avoir été énormément renforcée. Et puis, sur la couverture également, on sait que Brent Grimes n'est pas tout jeune. Alors, il a été re-signé, prolongé par les Bucks. Il faudra quand même trouver quelqu'un pour éventuellement prendre la suite derrière, parce que Ryan Smith, ça fait un peu léger. Redskins, 23e, moins bon quarterback, puisqu'il passe de Kirk Cousins à Alex Smith, donc petit downgrade. Certains ne seront pas d'accord avec toi. Ils ont perdu Kendall Fuller, ils ont perdu Ryan Grant, ils ont perdu Trent Murphy, Junior Galette, Bashon Breland, ils ont signé Orlando Scandrick et Pernell McPhee pour compenser un peu ça. C'est une équipe qui est pas incohérente, j'ai envie de dire, hein, mais voilà quoi. Pernell McPhee, Orlando Scandrick, ça décolle pas non plus le papier peint. Donc, c'est un peu ça. J'ai du mal à trouver vraiment de quoi... une source d'inspiration, on dira, pour être aussi vraiment que j'ai oublié à la réception. Ouais, qui sera une option éventuellement, mais si Jamison Crowder est un peu plus décevant ou ce genre de choses, mais ouais, je sais pas. Ça ressemble un peu à la free agency des Redskins ces dernières années. Alors il y a eu l'exception encore une fois, Josh Norman il y a 2 ans où là pour le coup ils avaient un peu fait péter la banque pour signer un gros free agent. C'est cohérent, tu le disais, ils avaient beaucoup de linebackers performants l'année dernière, ils ont réussi au moins à signer Foster et le deuxième dont le nom m'échappe.
C'est pas très très important au final, mais du coup, ouais, je sais pas. Il y a pas des noms, je trouve, hyper séduisants. Faudra voir comment revient Jonathan Allen qui a été blessé lors de sa saison rookie. Mais offensivement, Alex Smith, c'est pareil, c'est intéressant sur le papier. Jordan Reed, souvent blessé. Josh Doctson n'a pas encore donné son plein niveau. Samaje Perine a été assez intéressant en running back, mais on ne sait pas s'il a vraiment l'étoffe d'un coureur numéro 1. Ça fait beaucoup d'interrogations pour une équipe qui est déjà pas hyper sexy sur le papier, quoi. Ravens 22, ils ont remplacé Mike Wallace par Jeremy McLean et Michael Crabtree. Non, ils ont remplacé Mike Wallace et Jeremy McLean, pardon. Par Michael Crabtree et par John Brown qui arrive d'Arizona. Ils ont remplacé Mike Wallace et Jeremy McLean par Michael Crabtree et John Brown. Voilà. Ryan Jensen est parti sur la ligne. Les questions, ça reste toujours ligne offensive, coureur. Il y a du monde en défense. Peut-être question quarterback. Je suis toujours trop gentil avec Joe Flacco. Mais bonne partie de l'attaque, en fait, qui pose question. Oui, c'est un peu toujours la même chose parce qu'on sait qu'ils arrivent souvent à se reposer sur leur escouade défensive. Les Ravens, c'était encore plus criant l'année dernière. Moi, je me demande, alors c'est pas être directement pessimiste pour la saison prochaine, mais ils ont quand même des joueurs qui arrivent quand même à un âge assez avancé de leur carrière, des cadres du vestiaire, que ce soit en attaque ou en défense. Je pense à des Joe Flacco, des Terrell Suggs, des Eric Weddle qui peuvent prendre feu sur n'importe quel match ou même tirer leur équipe. Mais je me dis qu'il y a un moment donné où ces cadres-là, ça va peut-être coincer un peu plus. Et en attaque, par exemple, il n'y a pas de coureur numéro 1, jusqu'à preuve du contraire, même si Alex Collins a montré de bonnes choses. Receveur, on ne sait pas si Michael Crabtree a l'étoffe d'un numéro 1, comme je le disais la semaine dernière. Et puis, sur la ligne offensive, il faut quand même remplacer Ryan Jensen, qui a été une assez bonne satisfaction. Défensivement, ça tient un peu plus le coup, mais voilà, il faudra aussi surveiller un petit peu ce que donnent ces cadres-là. Broncos 21, tu voulais les mettre beaucoup plus bas. Et ça a été un de nos débats. J'ai dit que j'allais les défendre. Ah oui, tu dois me les vendre. Alors vas-y, je t'écoute. J'ai dit que j'allais les défendre. Alors déjà, ils ont gagné 5 matchs l'an dernier, donc c'était pas complètement indigent. C'était pas complètement indigent. Mais c'est énorme. Ils n'étaient pas complètement indigents. Ils ont perdu 8 matchs ou 9 matchs de suite, c'est ça? Ils ont ajouté Case Keenum, qui est quand même un meilleur quarterback que Trevor Siemian. Et je pensais pas qu'un jour, un de mes arguments, ce serait de défendre Case Keenum. Ils ajoutent Jared Veldheer sur la ligne. Ils ont des bons receveurs. De Marius Thomas et c'est pour ça qu'Emmanuel Sanders était un peu annoncé sur le départ, mais bon, pourquoi pas, je continue de te suivre. Ils ont quand même une défense qui a toujours des bons joueurs, ça on va pas se mentir. Ils ont quand même toujours Von Miller, ils ont toujours Chris Harris, ils ont toujours Derek Wolfe, donc il y a des gens à tous les niveaux de leur défense. Derek Wolfe, c'est un peu moins flagrant ces derniers mois, mais je te rejoins sur Von Miller et Chris Harris, on est d'accord. Pour moi, et je suis assez d'accord avec ce que disait John Elway, ils ont quand même eu un défaut de cadre, notamment la saison dernière. Qu'ils ont toujours, puisqu'ils ont toujours leur excellent head coach Van Joseph aux commandes. Je parlais des défaut des cadres au niveau des joueurs. C'est-à-dire qu'en effet, ces mecs-là, les Von Miller, les Chris Harris, les Derek Wolfe, ont sous-performé, même en attaque, les Demarius Thomas, etc. Donc, garde un espoir. Tu peux rajouter Brandon Marshall dans ton équation. Tant que tu parles des bons joueurs défensifs. Et donc, pour moi, tous ces mecs-là, en tout cas, j'essaie d'être du côté positif, de dire ils peuvent encore relever la tête. Ils ont quand même gagné un Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça, pour la plupart, en tout cas, qui étaient dans l'effectif. Et donc, pour moi, ils valent encore une très bonne défense. Un Case Keenum, alors il ne sera pas dans les conditions de Minnesota, mais qui va élever un petit peu ça, ou qui peut leur apporter un semblant de stabilité, on va dire. Et je ne les trouve pas si ils ont un problème de jeu au sol et qu'il faut qu'ils renforcent cette ligne, on est d'accord. C'est surtout ça qui va dépayser Case Keenum, parce que quand tu vois le run block et le jeu au sol qu'il y avait à Minnesota, ça sera peut-être différent. Mais je veux dire, autant il y a eu des effectifs qu'on a fait avant où il y avait beaucoup de trous. Là, je me dis que la défense est en l'état, il y a des choses à faire. Les receveurs, etc. Donc, ils peuvent blinder la draft sur ça, combler ces trous-là dans la ligne et sur le jeu au sol et essayer ça. Ou même faire un échange. Il y en a tellement en ce moment, on ne sait pas. Il y en aura peut-être un dans les jours à venir. Mais voilà, ça ne me semble pas insensé. Et du coup, je ne les trouve pas si déséquilibrés que ça. Par rapport à d'autres franchises qu'on a citées avant, quoi. Non, mais je me voyais pas en fait les mettre derrière. J'ai plus la liste sous les yeux, mais je sais pas. Je trouve que c'est un peu plus solide de haut en bas que les Ravens, par exemple. Moi, je les avais plus de trous en attaque ou que les. Déjà, j'ai quand même du mal à mettre les Broncos devant les Ravens, c'est titre personnel, mais bon, après, c'est vrai que j'avais mis les Jets, les Dolphins, je les avais mis devant les Broncos. Tu les avais mis très très loin. Hein.
Mais encore une fois, c'est quand même une équipe qui n'est pas dans un super état de forme en l'occurrence. Case Keenum, il arrive, mais avec un passif de joueur qui a fonctionné dans un système et pas forcément dans d'autres. Donc ça pose également la question de savoir si Bill Musgrave va savoir comment l'utiliser à bon escient du côté du Colorado. Et puis voilà, la grosse interrogation sur le poste de running back. On s'appuie énormément, presque plus que de raison, sur CJ Anderson, qui commence à être un peu sur les rotules, mine de rien. Poste de receveur, je te le disais, on sait qu'il y a quelques joueurs qui sont plus forcément en odeur de sainteté. Alors certes, sur la ligne, il y a des mouvements qui sont intéressants. Il n'y a toujours pas de tight end titulaire. Peut-être une bonne chose pour ton grand copain Jake Butt, sait-on jamais. Ouais. Mais après, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, et purement sur le papier, même si elle a sous-performé l'année dernière, la défense a de quoi faire. Bengals 20e, ils ont été renforcés par Cordy Glenn et Chris Baker. Sur les lignes, c'est quand même des ajouts très intéressants, même Preston Brown pour les linebackers. J'ai envie de dire que là, on prenait les coachs en compte, donc c'est aussi ça qui reste le souci, parce que sur le papier, ils ont une équipe qui n'est pas vilaine. Non, très, très franchement, c'est une équipe assez intéressante. On attend de voir ce que va donner la deuxième année de Joe Mixon, notamment au niveau du jeu au sol. On sait qu'il y a beaucoup de partage de ballons la saison passée. Là, il est censé, a priori, prendre les clés du camion au niveau du jeu à la course. John Ross également, puisqu'on s'arrête sur les choix de draft de l'année dernière, qui a été énormément handicapé par les problèmes de blessure et dont on attend vraiment l'impact en tant que receveur numéro 2. Mais c'est du coup une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'ils ont comblé quelques petits trous sur les lignes là, de la free agency. Ils ont drafté l'an dernier des mecs intéressants, ils vont peut-être leur faire cette année. Et voilà, ils complètent leur effectif comme ça. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre également. Tyler Eifert en tight end qui a été prolongé, mais dont on ne connaît pas en gros la durée de vie sur une saison. Et défensivement, il y a des choses intéressantes. C'est vrai que l'année dernière, des joueurs comme Carl Lawson, comme Jordan Willis, tant qu'on continue de parler des rookies, ont été des bonnes surprises et ont renforcé mine de rien cette escouade. Sur le deuxième rideau, l'arrivée de Preston Brown, quand on sait que par exemple un joueur comme, je crois que c'est Nick ou Zach, je sais plus, le Vigil, leur linebacker, a été une bonne satisfaction également. Peut-être le backfield défensif qui pose un peu plus question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur joueur à mettre à côté d'Iloka ? Est-ce qu'il ne leur faut pas vraiment un cornerback un peu plus performant ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs ces dernières années entre Denard, Kirkpatrick et même Jackson qui n'a pas été extraordinaire. Mais dans l'ensemble, ça se tient encore une fois. Les Chiefs sont 19e. Patrick Mahomes, Sammy Watkins, Tyreek Hill, Travis Kelce, Kareem Hunt en attaque puisque Sammy Watkins a été recruté. Il y a un sacré potentiel offensif. Le facteur X, évidemment, c'est Patrick Mahomes. Donc elle est très dure à classer pour ça, cette équipe, parce qu'elle va jouer avec un quarterback qui est pas rookie, mais donc du coup deuxième année sans avoir trop joué. La défense avec les paires de Tamba Ali, Derrick Johnson, Benny Logan, Marcus Peters, Ron Parker, c'est un peu ça le facteur X, c'est ça qui les a fait baisser, on va dire, dans l'opinion populaire ces dernières semaines. C'est que c'est vrai qu'en défense ils ont l'air d'en avoir pris un coup. En attaque ils gardent un très gros potentiel, en défense c'est plus incertain. Si je fais quand même ton raisonnement, ça fait deux interrogations principales. T'as un changement de quarterback et une défense qui était quand même une valeur sûre depuis l'arrivée d'Andy Reid. Une défense qui est quand même très sérieusement remodelée avec l'interrogation Eric Berry, puisqu'on ne sait pas dans quel état de forme il va revenir après quasiment un an de blessure. Donc c'est là-dessus que ça pose un petit peu question. Si on prend par exemple le départ de Derrick Johnson qui est compensé par Anthony Hitchens, j'ai pas dans l'idée que ce soit une amélioration non plus. Donc voilà, va falloir compter sur éventuellement des jeunes qui ont été draftés ces dernières années et dont on va pouvoir tirer le plein potentiel. Mais sur le papier, c'est pas complètement rassurant, surtout dans une AFC West notamment qui est assez homogène. Une sorte de demi-reconstruction. Les Texans sont 18e, ils ont renforcé un peu la ligne offensive avec Zach Fulton. En défense, c'est Tyrann Mathieu et Aaron Colvin qui arrivent dans le backfield. Ils sortent renforcés, tout ça, j'ai envie de dire. Si on se base sur ce qu'a fait Deshaun Watson sur les quelques matchs qu'il a eu, c'est une équipe qui peut être séduisante quand même. C'est ça. Alors, là, c'est méga factor X quand même, Deshaun Watson, parce que s'il revient en forme en plus, c'est sûr que Houston a de quoi être assez séduisant sur le papier, encore plus avec un DeAndre Hopkins, pardon. Je suis un peu fatigué, qui continue en tout cas de faire des grosses saisons à la réception. Bon, faut trouver un peu de régularité sur le jeu au sol, mais en tout cas, c'est quand même assez séduisant sur le papier. Il y a un beau potentiel. Petit point d'interrogation sur le poste de tackle quand même. Ouais. Là, je ne sais pas qui sera leur tackle gauche. Je ne sais pas si c'est Derek Newton à l'heure actuelle, mais en tout cas, ça ne fait pas vraiment rêver. Et ils n'ont pas de choix lors des 2 premiers tours de la prochaine draft, donc c'est ce qui m'interroge un peu. Après, défensivement, forcément, savoir comment vont revenir Watts, comment vont revenir Mercilus. Mais si tous ces joueurs-là arrivent à revenir avec en plus Tyrann Mathieu qui renforce un backfield défensif qui était relativement irrégulier, ça a quand même de la gueule et ça peut très clairement faire le boulot, on dira, pour permettre à l'attaque de gagner les matchs.
Donc c'est un peu comme Kansas City, il y a quand même des zones d'ombre non négligeables, mais si on regarde bien, c'est une équipe qui peut quand même faire partie du milieu du panier et éventuellement pencher d'un côté ou de l'autre en fonction des événements. Là, on est un peu dans les incertitudes. On va continuer à remonter avec les Raiders. 17e, donc, Doug Martin et Jordy Nelson arrivent en attaque. Tahir Whitehead en défense. C'est les principaux recrutements. Bon, alors, le jeu au sol sera définitivement bourrin avec Marshawn Lynch et Doug Martin. On ne sait pas s'ils vont aller loin sur chaque course, mais ils vont rentrer dans le tas. On ne sait pas s'ils vont aller loin sur la saison non plus. Non plus. Jordy Nelson est un ajout intéressant, finalement. Alors, plus ou moins bien que Michael Crabtree, puisque l'un remplace l'autre. Bon, j'ai envie de dire que c'est assez... Un peu plus d'expérience peut-être pour Nelson notamment. C'est dans le vestiaire que ça va se jouer, parce que sinon sur le terrain je trouve ça assez neutre. Un peu moins de baston aussi du coup. Un peu moins de baston, c'est vrai. Même si c'est dommage, Aqib Talib avait quitté la division aussi. Tahir Whitehead donc, va apporter du plaquage en défense. Ouais. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait une progression significative de l'effectif pour l'instant. Là, c'est au niveau du coaching et l'arrivée de John Gruden qu'on verra les résultats aussi, quoi. Ouais, alors... Poste de linebacker, de toute façon, ça reste une interrogation malgré l'arrivée de Whitehead. J'en parlais la semaine dernière, qui va a priori remplacer numériquement Navarro Bowman, qui, sauf erreur de ma part, ne devrait pas re-signer du côté de la Californie. Sait-on jamais. Ouais, ça négociait ces derniers jours. Attention. Alors, j'ai rien dit. En tout cas, une grosse interrogation, et pourtant, on sait que les Raiders ont investi massivement ces dernières années, c'est le backfield défensif, avec notamment l'échec Sean Smith, on peut le dire carrément, David Amerson qui a été assez intéressant mais qui a peut-être pas l'envergure d'un cornerback numéro 1. J'aime bien l'arrivée notamment de Rashad Melvin en provenance des Colts, qui était devenu, on va dire, une valeur sûre de la défense d'Indianapolis ces dernières années, enfin ces derniers mois plutôt, et qui là à Oakland a quand même de quoi faire sous la coupe de Paul Gunter. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas complètement sûr d'avoir un vrai corner numéro 1. Il faudra voir également l'impact d'un Garyon Conley qui n'a pas pu jouer de manière totale l'année dernière, qui a été beaucoup handicapé d'un point de vue blessure. Hormis ces zones d'ombre-là, défensivement, il y a quand même de quoi faire. On rappelle qu'il y a toujours les vedettes habituelles, les Khalil Mack, les Bruce Servine. Carl Joseph, qui je pense va être un peu plus dans un rôle de strong safety pur, avec l'arrivée de Marcus Gilchrist en free. Donc globalement c'est cohérent. Je suis un peu sceptique sur le poste de running back, comme j'ai dit la semaine dernière, avec Lynch et Martin qui sont à la fois âgés et un peu sur les rotules. Mais bon, pourquoi pas, hein. Après, la stratégie se tente de la part des Raiders. Les Titans sont 16e, une équipe solide à laquelle il fallait des playmakers. John Lewis en attaque, Malcolm Butler en défense. Ouais, voilà. Pour moi, c'est une des free agency les plus... On va dire qu'on n'a pas investi massivement, mais en tout cas, on a fait ça de manière relativement intelligente. Malcolm Butler qui paraît un peu plus crédible en tant que cornerback que Logan Ryan pour épauler Adoree Jackson qui reste sur une bonne saison rookie. Ça fait un trio honnête quand même. Oui, très clairement. Avec les safety en plus qui n'étaient pas mauvais, notamment Kevin Byard sur le poste de free safety. D'autres postes, il faudra voir comment Jayon Brown sur le poste d'inside linebacker va être apte à remplacer pleinement Avery Williamson. On sait qu'ils étaient sur Damu Kongsu pour renforcer la ligne défensive et que finalement ça n'a pas abouti, donc on verra s'ils vont chercher une solution via la draft. Offensivement, ils ont toujours une bonne ligne offensive qui, s'il n'y a pas de blessés, est quand même relativement solide. Un poste de receveur où on attendra de voir vraiment le plein potentiel de Corey Davis et une escouade de running back qui est parfaitement capable de mettre moins de pression sur Marcus Mariota. Donc voilà, on attend un petit peu la progression de tout le monde, mais sur le papier, c'est assez séduisant. 15e, les Cowboys, ils n'ont pas bougé en attaque ou presque. En défense, Orlando Scandrick et Anthony Hitchens leur font perdre de la profondeur de banc. Sinon, ça a été quand même assez calme du côté de Dallas. C'était une équipe de milieu de tableau l'an dernier. Alors après, il y a eu les péripéties, Ezekiel Elliott évidemment. Mais sinon, voilà, ils ont signé Allen Hurts pour rajouter quand même un peu. Très bon ajout en l'occurrence, surtout que Terrence Williams vient de se blesser. C'est cassé le pied. Ouais, c'est cassé le pied. A priori, il serait prêt pour la saison. Bon, pas grand chose à dire sur cette équipe en l'occurrence. Ça a perdu, oui, Anthony Hitchens, Orlando Scandrick, mais ça perd un peu. Alors Anthony Hitchens, c'était quand même, c'était un titulaire, on va dire, c'était une option, c'était la troisième option, on dira, derrière Sean Lee et Jalen Smith, donc il va falloir le remplacer. Mais c'était pas non plus, c'est pas un joueur qui est irremplaçable sur le papier, je suis d'accord avec toi. Ils restent où ils sont. Les Chargers 14e, Caleb Sturgis et Mike Pouncey sont les deux plus gros ajouts. Caleb Sturgis, c'est l'équipe qui était la plus mauvaise. Pardon, j'ai un peu chat dans la gorge. C'est l'équipe qui était la plus mauvaise sur le jeu, le kicking game. Je cherche mes mots, les field goals. La saison dernière, ils avaient le plus mauvais pourcentage de réussite, donc Sturgis doit leur apporter un petit peu de stabilité à ce niveau-là. Et puis Mike Pouncey qui a été coupé par les Dolphins.
ça peut pas faire de mal à la ligne. Après, il a pas non plus été phénoménal ces dernières années. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu pas mal de soucis. Ouais, mais alors, encore une fois, sur le papier, on sait que la ligne défensive a été beaucoup considérée. Là, il renforce clairement la ligne offensive. Donc, du coup, on va dire que dans les tranchées, les Chargers, ça va vraiment être une équipe à prendre en considération. Alors, il y a toujours Brandon Mebane qui a un petit peu ce point d'interrogation et qui pourrait pousser Los Angeles à s'orienter vers un D-tackle à la draft. Mais en tout cas, c'est assez cohérent là-dessus. Beaucoup de postes où c'est très complet. Sans doute le poste de linebacker également à renforcer, donc le run-stop en règle générale. Mais sinon, très franchement, c'est une équipe qui est plus que séduisante à première vue. Je fais un aparté. Merci à ceux qui nous suivent à la place du match de foot, parce qu'on nous a dit sur le live qu'il y avait qu'il y a 1-0 pour les Bleus. Et il y a 1-0 pour la France, but de Mbappé. Seahawks 13e. Analysons le visage de Camille. Petit sourire. Petit sourire satisfait ou t'aurais aimé plus haut? C'est à peu près leur place à l'entrée des... Quelle était ta recrue préférée de l'intersaison, Camille? C'est une question piège, hein, fais attention. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et Dixon, peut-être on va faire le bilan, mais c'est beaucoup plus dans le sens. Non, mais excuse-moi, je t'ai coupé. T'allais me dire quoi, du coup? T'allais dire c'est leur place. Oui, c'est leur place à l'entrée des playoffs. Voilà, 13e, c'est à peu près, leur niveau de l'année dernière, mais. En bonne signature, peut-être Flucker, mais au niveau du salaire qu'il a pris. Ouais, le gain de DJ Flucker qui est une des arrivées. Sinon, il y a Dixon, Jaron Brown, Tom Johnson, Shamar Stephen et Barkevius Mingo. Oui, ça a beaucoup été pioché chez les Vikings, notamment pour les D-tackles. Ouais, après, par contre, dans le sens des départs, c'est quand même très très lourd. Et c'est très glamour. Richard Sherman, Sheldon Richardson, Michael Bennett, Jimmy Graham, Paul Richardson. Ils avaient quand même tous des rôles. Moi, j'avoue que Dixon, Flucker, Johnson, Mingo, ça me fait pas rêver grand-chose. Ils ont même pas renforcé leur ligne offensive, qui était quand même leur priorité. Ils pourraient éventuellement renforcer le poste de tackle. C'est vrai que on sait pas dans quel état va revenir George Fant, qui a fait quasiment une année blanche l'année dernière. Donc, je pense que ce sera quand même une petite orientation. À moins qu'ils aient le projet fou de remettre DJ Flucker en tackle droit, ce à quoi je ne crois pas. Je pense après ils ont bien cru qu'ils pouvaient relancer Luke Jokel. Hein, donc, ouais. Ou Jermaine Ifedi, peut-être qu'il peut également décaler cette possibilité, mais c'est une zone d'ombre. Défensivement, il y a des joueurs intéressants, mais c'est clair qu'en termes de playmaker, ou surtout qu'il y a toujours des zones d'ombre sur Cliff Avril et Cam Chancellor. Ouais. Honnêtement, je pense qu'on les a mis trop. Pas trop, je sais pas. Non, parce que ça restera une équipe chiante à jouer de toute façon et un acteur majeur en NFC. Après, sur l'effectif, genre les Chargers et les Cowboys n'ont pas plus de monde actuellement. Ouais, mais bon, ça reste. Du ballon, les Chargers, il y a plus de monde. Encore une fois, ça reste une équipe avec du cœur qui est capable d'être dans un match jusqu'au bout. Enfin, sur le papier, je les mettrais pas si loin que ça. Franchement, c'est une équipe qui a quand même de quoi faire. Faut trouver également un running back titulaire, ce qui est clairement pas le cas à l'heure actuelle. La ligne, ça fait un an qu'ils cherchent. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien fait de tout ça non plus pendant la free agency. Sur la ligne, je suis pas sûr qu'il y avait des bonnes affaires à faire aussi. Donc, Non, il n'y a peut-être pas, pas énormément. Mais la ligne, encore une fois, a commencé à progresser. Enfin, on l'a vu en fin de saison dernière que la ligne commençait à progresser. Ils ont enfin changé de coach de ligne offensive, n'est-ce pas, Camille? Donc voilà, sait-on jamais. Peut-être que le changement de coaching staff sera salutaire et permettra à Seattle de rentrer pleinement dans ce nouveau cycle. Je suis très peu convaincu. 12e, les 49ers. Est-ce qu'on s'enflamme ou pas? Ils ont rajouté Jerick McKinnon et Weston Richburg, donc un coureur à tout faire et un centre. Richard Sherman en défense, même s'il doit revenir de blessure. On parlait de blessure des autres, il s'est quand même déchiré le tendon d'Achille. C'est une jeune défense où on va aussi miser sur les progrès internes. Hein. Ils avaient quand même drafté pas mal de gars. On va aussi miser sur le fait que Ruben Foster pourrait essayer de rester calme en dehors du terrain. C'est un gros point d'interrogation. Ça, c'est quand même un gros point compliqué, mais sur le reste, ils ont progressé. Ils ont verrouillé Garoppolo, ils ont rajouté Sherman, ils ont rajouté McKinnon, Richburg. La perte de Hyde, du coup, est compensée par McKinnon. Ça me parle, quoi. Alors, ils sont très hauts pour une équipe qui a gagné que 6 matchs. Hein, on est d'accord. Tu me demandais si on s'enflammait. Je te dirais oui et non. C'est clair qu'offensivement, faut pas forcément se fier à ce qui s'est passé en fin de saison dernière, parce qu'encore une fois, il y a forcément des équipes qui vont préparer Jimmy Garoppolo et l'attaque des Niners différemment que celles qui vont jouer San Francisco l'année dernière, donc ça va pas forcément faire 16 victoires non plus. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Offensivement, je trouve que c'est cohérent, et c'est pas très étonnant venant de Kyle Shanahan. Peut-être un autre receveur à implanter à cette escouade avec un Pierre Garçon qui a eu quelques problèmes de blessure et un Marquise Goodwin qui reste, on va dire, plus ou moins unidimensionnel quand même. Mais sur le reste des postes, je suis pas vraiment pessimiste, même sur la ligne offensive avec un Joe Staley qui est un peu sur la fin. Je suis pas complètement inquiet à ce niveau-là.
Défensivement, tu le disais, il y a beaucoup de zones d'ombre. Dans quel état va revenir Richard Sherman? Est-ce que Robin Foster va être capable d'être sérieux de bout en bout? Est-ce que Solomon Thomas va enfin donner son plein potentiel en tant que pass rusher, lui qui a été drafté en tant que troisième choix la saison prochaine? C'est pour ça que je parlais des jeunes. C'est vrai que voilà, c'est sûr que défensivement il y a des zones d'ombre qu'il va falloir soulever. A priori ils sont pas partis pour conserver Eric Reed, donc se pose également la question du poste de safety. Donc c'est pour ça. Offensivement c'est cohérent, défensivement ça peut tenir la baraque, mais on n'en est pas sûr encore à 100%, loin de là. Devant eux, il y a les Lions. Le Garrett Blount arrive au sol. Sinon, c'est assez neutre au niveau de l'intersaison. Ils font partie des équipes calmes. C'était une bonne équipe. Tu les as mis vachement haut, les Lions. C'est vrai? Je les ai mis trop? Bah, moi, je les aurais mis un peu plus bas. Je leur ai peut-être 16, 17, je sais pas, 11. Bah, écoute, c'est une équipe qui était border playoff, qui se sont débarrassés de leur coach qui était quand même problématique. Ils ont pris un autre coach hyper charismatique. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Bon, faut lui laisser une chance. Ils ont une équipe. Non, mais ils ont toujours Jim Bob. Ils ont un excellent quarterback. Ils ont un mec qui va apporter du punch parce que Blount, bien sûr. passe l'âge, mais il peut être complémentaire avec Abdullah si Abdullah est. Il apporte du punch partout où il passe. Derrière, c'est des signatures mineures, honnêtement. Je suis pas passionné par. Bon, il y a Sylvester Williams qui va apporter quand même de la viande au milieu, Ricky Jean-François aussi. Mais c'est cohérent. Le gros point d'interrogation, c'est encore et toujours la ligne offensive. Ouais. On sait qu'ils ont investi massivement. Alors, je crois que leur seul mouvement de cette intersaison, c'est Kenny Wiggins, le garde qui arrive des Chargers. Oui, aussi. Après, pour le reste, encore une fois, ils ont investi massivement avec des joueurs comme Decker, comme Wagner, notamment au poste de tackle. Donc, c'est des joueurs qui sont censés répondre enfin présents en tant qu'équipe. Bon, avec Ron Prince, c'était pas efficace, donc il faudra voir ce que ça va donner avec le nouveau coach de O-line. Et défensivement, il faudra peut-être que Ezekiel Ansah se retrouve quand même un petit peu moins seul. Il y a des matchs où il a été capable de prendre feu, pas mal de matchs où il fait 3 sacs par rencontre, mais voilà, il faudra peut-être aussi qu'il y ait d'autres joueurs, que les Etel, etc., soient capables de le dépanner un peu dans ce secteur. On rentre dans le top 10 avec les Falcons, Logan Paulsen, et voilà. Recrutement. Bon, t'exagères. Brandon Fusco quand même. Ah, excuse-moi, je l'avais pas sur la liste. Justin Bevel, qui sera surtout là sur les équipes spéciales et pour apporter de la profondeur ô combien bénéfique sur le poste de cornerback. Mais on est d'accord, c'est pas hyper trippant. Ils ont perdu Taylor Gabriel, André Roberts, Levin Tololo, Adrian Claiborne, Courtney Upshaw, Don Taripo, Atia Rubin et Kamal Ishmael. Donc ils ont quand même perdu plus de monde qu'ils en ont rentré. Alors ceux-là, ils ont pas signé. Je demande à voir. Mais par exemple, le Upshaw ou Ishmael, je sais pas si ils vont pas signer. Bon, bref, ça c'est pas très important au final. En tout cas, pas des titulaires. Enfin, Poe et Claiborne, ils avaient apporté des choses quand même. Oui, mais après, c'est toujours la même chose sur la ligne défensive des Falcons, c'est avant tout de la rotation. J'en parlais la semaine dernière et je persiste ici. Ce qui pose problème à l'heure actuelle, c'est qu'il manque un defensive tackle d'impact à côté de Grady Jarrett. Il manque un defensive tackle tout court d'ailleurs. on va pas se mentir. Mais Don Taripo, il était pas mal. Oui, non, mais c'est pas Parce que tu me dis c'est de la rotation, mais si c'est toi et moi qui tournons, par exemple, il était quand même dans une rotation avec les Atiba Robin, avec justement Courtney Upshaw qui dépannait un peu sur l'intérieur de la ligne. Il y avait quand même, il jouait pas tous les snaps non plus, mais il manque quand même ce defensive tackle. Sur la ligne, je suis pas un grand fan non plus de Brandon Fusco. Après, le reste, on sait que c'est cohérent. Il va falloir que Steve Sarkisian montre enfin que, on va dire, le changement de tête au niveau de l'attaque a pas non plus tout bouleversé, qu'il retrouve un tant soit peu le niveau de l'attaque de 2016. Après, défensivement, s'ils arrivent à trouver un defensive tackle de bon niveau, cette défense, je trouve qu'elle a quand même de la gueule et elle est quand même assez homogène, elle est ensemble en tout cas depuis quand même pas mal d'années pour réussir à être performante dès la saison prochaine. Recrutement Hollywood pour les Packers, pour une fois Jimmy Graham, Matt Wilkerson, ça c'est des noms qui pètent, et Tramon Williams, peu mais efficace, ils n'ont pas perdu grand chose, ils ont fait cette offre, c'était à Fuller, le cornerback là, des Bears, où ils ont fait cette sorte d'offre qui était hyper facilement matchable. Je pense que c'était pour dire aux supporters qu'ils avaient tenté quelque chose, genre les Bears, on a donné un truc, ah mince, ils se sont alignés, ah là là, parce qu'apparemment, enfin, le truc de donner une offre normalement c'est de faire en sorte qu'elle soit pas facile à matcher, pas que l'équipe puisse le faire en 3 heures. Donc ça c'était assez bizarre. Est-ce qu'on y croit? Graham, Wilkerson, c'est quand même des ajouts de talent. Et Graham c'est pas un bloqueur, ce sera jamais un bloqueur et tout, mais avec Aaron Rodgers, ça peut quand même être sympa quoi. Oui, non, mais ça c'est sûr que ça rajoute une menace dans les airs en l'occurrence. Bon après ils gardent leur problème de cornerback quoi.
Bah c'est ça, mais de toute façon les interrogations elles sont surtout défensives. Et ils ont perdu Morgan Burnett. Oui, mais il me semble pas que Josh Jones, qui a été drafté l'année dernière, ait montré de mauvaises choses. Donc je pense qu'on est parti du côté de Green Bay pour lui filer les clés justement aux côtés d'Ara Clinton-Dix. Peut-être qu'il y aura du renfort quand même malgré tout pour, on va dire, avoir un homme à tout faire derrière, quoi. Mais je suis pas complètement inquiet là-dessus. Corner, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Et là, à un moment donné, va falloir mettre les bouchées doubles, que ce soit sur le poste de corner ou même sur le pass rush, parce que hormis Nick Perry, et c'est vrai que ça passe un peu à côté, mais Clay Matthews, qui était quand même qui avait fait une énorme saison 2010 notamment, jusqu'au titre des Packers, il rentre un petit peu dans le rang. On sait plus trop où le mettre. On va voir ce que Mike Pettin arrive à en tirer, mais c'est pas hyper rassurant. Ça fait un moment qu'il vit sur ses grandes saisons, Clay Matthews quand même. Bon, Mohamed Wilkerson sera le pari à ce niveau-là. Ça se trouve, ça peut être hyper payant. En tout cas, pour l'instant, ça reste une bonne équipe avec, en tout cas, une bonne attaque, le meilleur quarterback de la ligue. Donc ça les porte haut déjà, évidemment. Si c'est bien coaché, on sait que Mike McCarthy est un excellent coach. Il n'y a pas de raison. Rodgers les porte haut. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont 9e. Ils sont top 10 grâce à Rodgers, on va dire. Et puis après, Wilkerson. Mais c'est une zone d'ombre également. Hein. On ne sait pas dans quel état il va revenir. Hein. Sa clavicule. La clavicule, Tony Romo a été gêné pendant des mois et des mois avec ça. Hein. Moi, je m'en fais pas trop. Mais, écoute. En tout cas, Wilkerson, je sais pas, c'est pas le truc le plus compliqué quand même, a priori. Au pire, derrière, il y a Deshaun Kaiser, un autre de tes chouchous. Donc ça évidemment. En tout cas, si le pari Wilkerson paye, ça peut être pas mal. Les Panthers sont 8e. Danoris Searchy, Ross Cockrell, Don Taripo pour la défense. Tout commence toujours par la défense avec cette équipe de toute façon. Et puis, le souci, c'est qu'ils ont perdu Andrew Norwell sur la ligne offensive. Donc, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est tous les ans pareil avec les Panthers. On se dit, il leur faut un receveur de plus pour Newton, il faut ceci, cela. Et ils recrutent en défense. Eux, c'est l'inverse des Packers. C'est ça. Alors, j'exagère un peu parce qu'ils ont recruté en attaque, mais c'est un peu les cousins des Ravens dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'on va blinder la défense. L'attaque, on va voir. A priori, ça peut passer. Mais... Je suis de mauvaise foi. Hein. Il y a quand même Torrey Smith qui arrive. Ah, du coup, ça change tout. Jarius Wright, Jeremiah Searles pour l'attaque. Ouais, tackle qui était aux Vikings l'année dernière, qui peut jouer garde en l'occurrence. Hein. On rappelle qu'ils avaient bazardé Kelvin Benjamin, qui était la cible numéro 1 en plus de Cam Newton. Ouais. Bon, après, Torrey Smith, voilà, c'est un bon receveur numéro 2. Je suis pas hyper emballé encore par Funchess en tant que numéro 1, mais il y a des matchs où il a prouvé qu'il était capable d'être digne de confiance. Je suis un peu plus sceptique sur le poste de running back. On a laissé partir Jonathan Stewart, mais est-ce que Christian McCaffrey est apte à être un running back numéro 1 d'impact ? Ils peuvent drafter. À moins qu'ils recentrent Curtis Samuel éventuellement, qui était drafté en receveur, mais qui est un ancien coureur. Il y a plusieurs options. De toute façon, je pense que le but du jeu, c'est de rendre l'attaque la plus imprévisible possible. Et avec en plus un technicien comme North Turner, ça peut avoir de la gueule. Ils sont 8e parce qu'ils ont une grosse défense, qu'ils ont un ancien MVP à la barre et qu'ils peuvent trouver des solutions en attaque. C'est sûr. Les Rams sont 7e. Alors on précise, on a fait nos classements avant la signature de Ndamukong Suh, on l'a fait la veille. Mais voilà, en re-regardant, moi je pense que je les aurais grimpés d'une place. On vous verrez qui est 6e, mais je pense que je les aurais grimpés d'une place. Marcus Peters, Aqib Talib, Sam Shields, Lamarcus Joyner qui reste, Ndamukong Suh donc qui signe. En défense, on a dit qu'ils avaient eu des problèmes à passer sur le système de Wade Phillips l'an dernier. Là, ils se retrouvent quand même avec une ligne. Donald, Suh et j'ai un trou Brokers sur le 3e. Waouh, c'est quand même pas mal. Il faut voir les linebackers derrière. C'est un peu moins certain. C'est un peu ça. Non mais ils ont intérêt à tout faire sur la ligne. Alors, on appelle ça la recette Giants contre Tom Brady parce que t'as des mecs devant, t'as des mecs derrière, avec Peters, avec Talib, je sais plus si je l'avais cité, Talib, Joyner. En effet, les linebackers, c'est plus incertain. Après, coaché par Wade Phillips avec le matos qu'il y a quand même des trucs, quoi. Alors, c'est compliqué à analyser. Donc tu rajoutes en attaque Goff, Gurley, un groupe avec plein de receveurs où on distribue et Sean McVay à la barre. C'est vrai que c'est quand même l'épouvantail et on est un peu pris parce qu'il y a eu la signature de Suh hier et ce matin et qu'on voit plein de remarques sur le site et que tout le monde s'emballe en effet. Mais c'est dur de pas s'emballer, c'est quand même un effectif. Là, c'est le recrutement le plus Hollywood et c'est le cas, ils y sont. On commence même à avoir des rumeurs, est-ce qu'ils feraient venir Odell Beckham ? Là, eux, ils sont all-in de chez all-in. Hein. Écoute, tu fais un peu le pisse-roi de service, mais je sais pas, j'ai du mal à être... J'ai du mal à me l'imaginer. Je te dis pas que je trouve ça génial à 100%. À être totalement emballé, alors ça aussi, c'est peut-être une vision un peu terre-à-terre des choses, mais alors Wade Phillips, c'est pas le premier venu, très clairement, mais quand tu rajoutes dans ton vestiaire Suh,
Talib et Peters. C'est un drôle Quand on sait que d'assemblage. Peters, même Andy Reid, a baissé les bras, alors que c'est quand même pas le dernier coach pour recruter des joueurs un peu caractériels. Damu Kongsu, en plus, sur une position de tight end. De defensive end, pardon. On va lui demander peut-être de faire Tu un ne mets peu... pas de nose. Bah, ce sera Brokers, ce nose. Ouais. Ah, puis soit en nose tackle, je pense que c'est encore pire. Il faut... Je pense que... Voilà, My bad, je l'ai marqué nose dans l'article ce matin. Bah, il peut jouer nose, mais je pense qu'avec Brokers, il devrait, selon moi en tout cas, jouer defensive end. Après, encore une fois, je ne suis pas Wade Phillips et je prétends pas être plus intelligent qu'un autre, mais je me dis dans un système, on va lui demander de faire un petit peu plus de boulot sur la ligne. Je suis pas complètement emballé par la signature dessous. Après, Talib, Phillips le connaît, donc il peut en tirer la quintessence, on va dire. Mais perso, moi, c'est aussi les caractères. C'est-à-dire que ce genre de recrutement hyper étoilé, on sait souvent que ça donne pas aussi bien que ce qu'on attend. On pense aux Eagles d'il y a quelques années où c'était la Dream Team, etc. Ça me donne toujours un peu de méfiance aussi. Après, c'est vrai que sur le papier, c'est quand même hyper alléchant. Mais l'objectif, l'année dernière, ils avaient énormément considéré l'attaque. L'objectif, c'était avant tout de développer la défense. Là, c'est sûr que je ne vais pas te dire que les défenses, elle est moins bonne. Ah bah, ils ont progressé sur le papier, ils ont progressé. Ils n'ont pas de premier tour à la draft, mais ils ont quand même les tours derrière pour éventuellement renforcer le poste d'inside linebacker et le poste de edge rusher. Donc bon, c'est pas... Voilà, te dire que c'est une mauvaise intersaison, ce serait ridicule. Mais de là à en faire un top favori qui va marcher sur tout le monde, j'en suis pas persuadé. Non, ils n'ont pas encore l'expérience pour ça. De toute façon, il faut confirmer. Hein, ils ont fait une bonne saison. Je les aurais quand même mis au-dessus des numéros 6, qui sont les Jaguars. Je pense qu'en termes d'effectifs... Je me demande bien pourquoi. Parce que j'ai pas de problème à dire. Ils ont en effet une attaque qui peut marcher avec un mec qui peut envoyer des passes. C'est parce que les Jaguars font une intersaison qui est quand même hyper chelou, où ils disent bon bah très bien, on est blindé en défense, on a une bonne ligne, un bon jeu au sol, bon bah on va prendre un lineman de plus, on va laisser Allen Hurts et Allen Robinson et Mercedes Lewis se barrer, on va garder Blake Bortles, on l'a dit, pourquoi pas le contrat, tu remplaces par Dante Moncrief, Seferian Jenkins. Bon, alors j'aime bien Dede Westbrook, très bien. C'est pas mal, Moncrief à Indianapolis, c'était pas mal. Seferian Jenkins reste sur une bonne saison avec les Jets. Je vois pas pourquoi tu prends Moncrief plutôt que Hurts et Robinson. Bah, Robinson, tu as expliqué la raison tout à l'heure. Hurts, c'est peut-être des questions contractuelles, j'en sais rien. Je suis pas dans le secret des dieux. Moi, mais je comprends pas trop leur intersaison là-dessus. Et voilà. Et après, ils ont Blake Bortles, je l'ai dit. Ils ont fait finale de conf avec lui l'an dernier. Je pense que c'était le best case scénario. La défense était au max, etc. Donc là, aujourd'hui, je mettrais les Rams au-dessus. Je te dis après la signature dessous, parce que sur le papier, ils ont quand même une défense. Je ne dis pas qu'elle sera au niveau de Jacksonville, parce que Jacksonville a montré déjà qu'ils peuvent le faire. Mais l'attaque est quand même bien meilleure chez les Rams. Parce que oui, d'un côté, tu as Fournette, mais de l'autre, tu as Gurley qui peut faire autant, voire plus. Et ils ont un quarterback, même si Goff a fait qu'une seule bonne saison, mais elle était déjà meilleure que celle de Bortles. Il sait distribuer le ballon. Ils ont un coach qui est en plus un coach offensif, etc. Donc je les mettrais au-dessus. Les Jaguars sont encore un très bon effectif. Super défense, super jeu au sol, mais toujours pas de jeu aérien. Moi, je sais pas. Je suis un peu mitigé. Encore une fois, je vais pas me faire l'avocat du diable et de Blake Bortles en l'occurrence, mais je sais pas. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit. L'attaque de Los Angeles est meilleure. Après, défensivement, j'attends encore de voir ce que vont donner les Rams, encore plus avec ces changements en cascade, alors que du côté de Jacksonville, c'est quand même relativement établi. Bon, ça joue dans un mouchoir de poche. Voilà, moi, je me dis que l'arrivée d'Andrew Norwell pour compenser le départ de Patrick Omané, il y a quand même une amélioration plus que significative, même si on ne peut pas dire que le jeu au sol était catastrophique à Jacksonville l'année dernière. Ouais. Oui. Le top 5. Les Saints sont 5e, Drew Brees reste, c'est l'essentiel. Leur défense récupère Patrick Robinson et Kurt Coleman. Kurt Coleman aussi, il était passé par les Saints avant, non ? Non, je crois pas. Non. Lui, il a fait beaucoup de. Il a fait Philadelphie et Carolina, si je me rappelle. En tout cas, il revient Patrick Robinson. Et sinon, pour le reste, t'as toujours Drew Brees, t'as toujours Mark Ingram, t'as toujours Alvin Kamara. Je vais y arriver. Ils ont toujours Michael Thomas. Donc en attaque, j'aime bien l'arrivée de Mario Davis également, dont on parle un petit peu moins, mais en tout cas, ça leur ajoute un petit peu d'impact sur le run-stop, et notamment sur le deuxième rideau, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Puisque AJ Klein et Manti Te'o faisaient bien le boulot, mais il manquait peut-être une troisième option. Craig Robertson était peut-être un petit peu plus irrégulier. Après, pour le reste, tu l'as dit, c'est quelques petits ajouts, mais Patrick Robinson sera peut-être un petit peu plus constant qu'a pu l'être Ken Crowley l'année dernière.
Offensivement, on sait que c'était déjà cohérent. Il va peut-être leur manquer une nouvelle option, on va dire, dans les airs derrière Michael Thomas. Mais sinon, très franchement, peut-être un D-tackle également à mettre en concurrence avec Davison. Mais bon, ça, il y a le temps de voir. Et encore une fois, sur le papier, c'est plus que cohérent. C'est les Saints. Et pour ceux qui suivent le match, parce que je sais que Greg, tu gardes un œil, ça fait 2-0 pour la France, but de Pogba. J'en suis où à 4 Steelers. Morgan Burnett arrive au poste de safety. John Bostic va aider. Et puis il reste blindé ailleurs. C'est cohérent, petite touche. Toujours, sauce Steelers et le general manager, donc j'oublie toujours le nom, Kevin Colbert. Oui. Si je ne me trompe pas, qui fait toujours de l'excellent boulot. Alors il y a toujours l'interrogation sur Le'Veon Bell, mais il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas l'année prochaine en l'occurrence, puisqu'il a été tagué. Voir comment se passe le changement de coordinateur offensif avec l'arrivée de Randy Fitchner, mais en tout cas, sur le papier, c'est très cohérent. Morgan Burnett qui arrive en safety à la place de Mike Mitchell, c'est un joueur très intéressant qui a déjà été pro bowler, qui traîne quand même quelques petits problèmes de blessures. Ces 2 dernières saisons, ça a été assez remarquable. Après, voilà, voir comment s'intègre John Bostic, mais bon, c'est un linebacker un peu costaud qui tape fort. Je pense qu'à Pittsburgh, on aime bien ce genre de profil. Donc, je me fais pas trop de soucis là-dessus et voir les petits ajustements, on dira, au niveau de la draft. Je prépare mon roulement de tambour parce qu'on arrive dans le top 3. Les gens vont gueuler de plus en plus fort. Non, ils ne devraient pas être là. Non, ça devrait être eux. Les Patriots sont 3e. Ouais. Les pertes d'abord. Je suis pas sûr qu'on te dise qu'ils ne devraient pas être là. Les Patriots, j'ai peur qu'on dise qu'ils devraient être plus haut, à mon avis. Moi, je suis pas sûr. Les pertes d'abord, les renforts après pour rassurer. C'est un peu la méthode Patriots qui sont souvent actifs sur la free agency, mais souvent parce qu'au début, on se dit oh là là, ils ont perdu. Et puis finalement, ils font quelques petits ajouts, pas piquer des hannetons pour combler tout ça. Ils ont perdu John Lewis, Martellus Bennett, Nate Solder, Cameron Fleming, James Harrison qui n'a pas encore re-signé, Chi McClellan, Malcolm Butler, John Badmosey. Et finalement, Jeremy Hill arrive pour renforcer le jeu au sol, pour combler Lewis. Cordarrelle Patterson surtout pour les retours, ça pourrait être intéressant. Adrian Claiborne pour le pass rush, Danny Shelton au milieu de la ligne, Jason McCourty pour remplacer Butler avec un cornerback de plus, maintenant Gilmore est le numéro 1. Et puis finalement, ils n'ont pas perdu tant que ça, quoi. Non. À part le poste de tackle. Moi, c'est Nate Solder qui m'inquiète le plus. Il y a 2 gros points d'interrogation dans cette équipe. Un qui était déjà là l'année dernière et qui persiste selon moi, c'est le poste de linebacker. Ils n'ont pas tout révolutionné d'un coup, même si Donta Hightower va revenir. Je pense qu'il aura quand même besoin d'un petit coup de main à côté de lui. Et puis, il y a un problème qui n'était pas là l'année dernière, mais qui du coup devient une nécessité, c'est le poste de tackle, notamment le poste de tackle côté aveugle. Et c'est d'autant plus important avec un Tom Brady qui est plus dans ses premières années, même si on sait qu'il est capable de délivrer le ballon relativement rapidement. Voilà, c'est un quarterback qui naturellement aime pas spécialement les coups, et je pense que l'âge avançant, il va aimer les prendre de moins en moins. Donc ça m'étonnerait que Bill Belichick se dise à l'heure actuelle ça va, ils sont partis, mais on va trouver quelqu'un d'autre pour les remplacer. Enfin, en tout cas, voilà, dans le roster actuel, j'entends. Bon, après, ça reste bien coaché. Hein. Voilà, ça reste bien coaché. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'aurais du mal à les mettre 1 ou 2. Ouais, c'est peut-être ce qui me fait les mettre un petit peu en retrait. Même, encore une fois, Adrian Claiborne, il a fait son gros match l'année dernière contre Dallas, mais c'est avant tout un joueur de rotation, un spécialiste du pass rush. Je ne vois pas faire énormément de choses au niveau de cette ligne défensive des Patriots. Je peux me tromper, hein, mais je ne vois pas les choses comme ça. Donc voilà, il y a quand même un front seven un petit peu à renforcer, et puis du coup, la ligne offensive qui sera à prendre en considération. Et une fois que ce sera fait, je pense que les Patriots seront, quoi qu'il arrive, des candidats crédibles. Il nous en reste 2. Est-ce qu'on fait comme Miss France et qu'on annonce d'abord le premier ? Parce que du coup, si je dis le deuxième, vous savez qui est premier. Vas-y, annonce le deuxième. Allez, le deuxième, c'est les Vikings qu'on a mis deuxième, finale de conf, et tu ajoutes Kirk Cousins et Sheldon Richardson, sans grosse perte. On l'a dit, on ne parlait pas des choix de draft, on ne parle pas de contrat, on n'est pas là pour juger combien ils lui ont donné, on parle d'effectifs qu'on a devant les yeux. Et objectivement, du coup, c'est un peu meilleur quand même tout ça. Hein. Il y a juste Jerick McKinnon qui est parti, mais ils vont quand même récupérer un certain Dalvin Cook. Donc a priori, ça comble. Hein. Ça compte plutôt pas mal. Et puis, on peut se le dire, hein, il va y avoir l'éclosion de Laquan Treadwell l'année prochaine, non ? Ah, j'espère bien. Non, alors, mais tu te rappelles pas, dans la dernière émission, j'avais mis cette hypothèse. Ah oui, tu l'as envoyé à Denver avec Chad Kelly. Ouais. Ça, j'ai oublié. Ça me paraît être le meilleur scénario. Non, très franchement, il y a des zones qui sont quand même assez comblées un petit peu partout. Si je regarde, il y a forcément toujours cette interrogation de la ligne offensive qui a été vraiment d'un excellent niveau l'année dernière. Il faudra voir comment ils vont réussir à garder cet excellent niveau, surtout que Joe Berger, je crois, leur garde était après sa retraite, tout à fait.
Ils ont perdu McKinnon, Michael Floyd, Jarius Wright, Joe Berger, Tom Johnson, Shamar Stephen, Terrence Newman, Tramen Brock et Marcus Sherels, pour être précis, sans oublier évidemment les 3 quarterbacks, parce qu'ils partaient quand même avec ces inconnus. Qu'est-ce qu'il nomme Terry Bridgewater, Sam Bradford. Finalement, ils ont perdu les 3. Ils ont récupéré Trevor Siemian quand même dans un échange, ce qui n'est pas un mauvais numéro 2. C'est une bonne situation. Cousine Siemian, c'est quand même pas mal. Voilà, ils sont deuxième parce que cet effectif, il est impressionnant. Ils sortent d'une finale de conf, ils avaient une défense énorme, ils perdent quasiment personne, ils rajoutent des mecs. Donc franchement, un peu de profondeur à surveiller sur le run-stop, je pense au poste de D-tackle et de linebacker, mais sinon globalement, au niveau des titulaires en tout cas, sur le papier, il y a peu de choses à retirer. Franchement, chapeau. Et donc le numéro 1, ce sont les champions, les Philadelphia Eagles. Ils avaient une grosse masse salariale quand même au début de cette free agency, et pourtant ils ajoutent Michael Bennett, Alotia Ngata, qui remplace Vinny Curry et Beau Allen. C'est quand même pas mal. Je sais pas s'ils ont la meilleure ligne défensive, parce que maintenant il y a quand même du lourd du côté de Los Angeles avec les Rams. Des 2 équipes de Los Angeles même. Voilà, les 2 équipes de Los Angeles. Ils ont remplacé Torrey Smith, ils l'avaient envoyé aux Panthers, et puis finalement ils signent Mike Wallace, ce qui est pas, en deuxième option, c'est quand même pas mal du tout, avec toujours Alshon Jeffrey. Il y a peut-être pas la force brute de l'effectif des Vikings, j'ai envie de dire, mais il y a de la cohérence, il y a du coaching, ils sont champions en titre. C'était dur de les mettre derrière, je trouvais. C'était vraiment selon moi, il n'y avait pas d'indicateur suffisamment fort, on va dire, de pertes significatives, parce que on se rappelle par exemple des Broncos qui avaient beaucoup perdu juste après le Super Bowl en laissant partir des joueurs comme Malik Jackson, Danny Treviatan. Il n'y avait pas cette saignée, on va dire, vraiment significative, parce que j'ai plus toute la liste, mais Trey Burton, Torrey Smith qui partent, je pense que Philadelphie va s'en remettre, quoi. Le Garrett Blount, Kenyon Barner, Torrey Smith, Trey Burton, Brent Selleck, Vinny Curry, Beau Allen, Patrick Robinson, Corey Graham, Caleb Sturgis. Peut-être Patrick Robinson un petit peu. Oui, mais même, c'était surtout des joueurs de rotation. Robinson, il tournait surtout avec Jalen Mills sur le poste de corner. Il y a Sidney Jones qui revient, je crois, en plus qu'ils avaient Sidney Jones qui va revenir, Azul Douglas également. Donc, très franchement, c'est pas Darrell Worley également qui arrive de Carolina justement via l'échange avec Torrey Smith. Donc ils sont vraiment, en plus, ils jouent bien le coup à chaque fois. Ils sont complets. Va falloir surveiller le poste de linebacker puisqu'en plus Michael Kendricks a de nouveau des petits pépins et pas forcément le joueur qui correspond le plus au système de Tim Schwartz. Jordan Hicks qui revient de blessure, donc je pense qu'il va falloir un linebacker un petit peu à tout faire. Et puis en attaque, si je regarde, peut-être renforcer la ligne. On a vu que la blessure de Jason Peters avait été bien gérée, mais on n'est jamais à l'abri de blessures à ce niveau-là. Philadelphie, vu leur profondeur, peut se permettre le luxe de renforcer encore plus un poste où éventuellement il peut y avoir des besoins en cas de pépin physique. Et puis on peut les laisser en 1 parce que justement on sait que même si leur quarterback numéro 1 revient de blessure, ils en ont un deuxième qui a gagné le MVP du Super Bowl. Donc on peut difficilement leur reprocher ça à l'heure actuelle, sachant que Carson Wentz devrait revenir en théorie début de saison, même un petit peu après, mais bon, Foles peut tenir tout ça. Voilà donc pour le Power Ranking, on espère que ça vous fera réagir, évidemment. C'est à pas à prendre totalement au premier degré, évidemment. Tout ça est inexact et n'est pas une science exacte, évidemment, et subjectif. Voilà, je cherchais le mot. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Quelques questions et on plie bagage. Les questions, Grégory, allez, on fait quelques-unes. Alors, j'ai de la chance, je tombe sur... Alors, question de Clint Eastwood. Alors, j'ai essayé de la résumer au maximum parce que... chaque année, on a l'impression que les équipes ont tous les droits sur les joueurs et leurs contrats, restructuration forcée, coupe facile sans montant garanti, etc. En tant que fan, quel système préférez-vous entre ce système libéral en NFL et le système beaucoup plus conservateur en NBA ? C'est-à-dire contrat garanti et coupe plus compliqué. Il y aurait un juste milieu à trouver parce que la NFL a des spécificités sur la longueur des carrières, etc. C'est vrai que les joueurs NBA se blessent moins en théorie, même si l'actualité ne donne pas forcément raison. Mais donc voilà, moi dans les frais, je préférerais que les joueurs aient des contrats garantis et qu'ils puissent pas se faire bananer toutes les 3 semaines quand on leur dit en fait si tu baisses pas ton salaire, tu te fais couper et puis ainsi de suite. Donc forcément, Est-ce que tu me permets de faire une petite précision ? Alors, je sais qu'il y a une question plus ou moins, une question liée à ça qui a été posée, mais je suis pas sûr qu'on va la tirer. Mais juste pour établir une contre-vérité, parce qu'on nous parle de restructuration forcée et on nous parle beaucoup de contrats qui sont restructurés, on va dire de manière gracieuse par les joueurs. Il faut bien recontextualiser ce qu'est une restructuration. Alors, j'ai juste précisé. Donc les restructurations sont acceptées par les joueurs.
Alors, bien sûr, sous forme de chantage. En gros, si tu le fais pas, il y a de fortes chances que tu sois plus là la semaine prochaine. Mais en gros, une restructuration, ça consiste à faire un effort sur le salaire de base pour que l'argent qui est économisé par la franchise soit intégré dans ce qui est donc les bonus. Et donc, cet argent qui n'était pas garanti au départ devient garanti dans le contrat du joueur. Ouais. Donc, ça permet aux joueurs de certes toucher moins sur le coup, mais sur les années à venir d'être sûr de toucher un peu plus. Oui, non, donc il y a un concept de donnant-donnant. C'est pas les franchises qui mettent le couteau sous la gorge en disant tu vas restructurer ton contrat. Après, la plupart des restructurations sont comme ça, sont assez transparentes, c'est-à-dire qu'ils convertissent parce que ça compte moins dans le salary cap quand c'est un bonus en fait. C'est une astuce pour que ça compte moins dans le salary cap, mais que le joueur ait la même somme. Après, il y a certaines restructurations, genre Jordi Nelson, on lui a dit si tu restructurais ce serait bien, mais là en baissant vraiment le salaire. Oui. Mais souvent ça aboutit sur une coupe. Ou alors Tavon Austin l'a fait, il a restructuré, ils ont bidouillé, ils ont coupé les 3 dernières années de son contrat et en gros ils lui ont dit du coup tu auras un peu moins garanti cette année mais tu seras libre l'été prochain et tu pourras négocier. Donc un peu tout est possible, mais c'est un peu ça le problème aussi de la NFL, c'est que c'est un peu le Far West quoi. Souvent les coachs les équipes sont en position de force. Mais c'est juste pour préciser que dans les faits c'est pas de l'argent perdu, au contraire. Non. C'est de l'argent qui est gagné. L'argent garanti. Après il y a peut-être des leviers qui peuvent permettre à des équipes justement de jouer un peu sur la dead money et donc du coup d'avoir moins de répercussions s'ils coupent un joueur, de devoir moins supporter le poids de cette coupe. On prend de l'avance sur les questions du coup, mais il y avait quelqu'un qui demandait qu'on explique ce que c'était la dead money aussi. C'est en fait l'argent qui compte quand même dans le salary cap, même si le joueur a été coupé. Donc souvent c'est une partie de son contrat, mais c'est variable en fait, c'est pareil, il n'y a pas de règle là-dessus. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, des fois il n'y en a pas du tout. Même tradé aussi, je crois qu'il y a un peu de dead money sur un joueur très. Oui, il peut y en avoir sur un trade. Alors ça c'est pareil, c'est délirant. Je comprends pas pourquoi le contrat part pas en entier. Ça, c'est un truc que je m'explique pas. C'est un deal. Des fois quand tu essayes d'économiser contrat, tu te dis je te le donne, tu prends ça et puis nous on récupère ça derrière. C'est là où j'envie la NBA, c'est que les contrats sont quand même hyper transparents, il y a des grilles, il y a des maximums, on se poserait pas les questions tous les 4 matins à dire Aaron Rodgers attend que Kirk Cousins est signé pour avoir la base de négociation du sien, etc. En NBA le maximum c'est tant, si t'as tant d'années avec ton club, t'as le droit à plus d'argent si t'es resté plus longtemps avec ton club en plus maintenant, donc il y a des bonus pour rester, ce qui est quand même pas mal. Et au moins, les chiffres sont clairs et tout le monde les connaît. Les mecs sont pas à se regarder les uns les autres en disant lui, il a eu 84 millions garantis, donc moi je veux 84 millions et demi. Au bout d'un moment, on n'en sort plus, quoi. C'est à moi ? Oui, c'est à toi. En NFL, on parle souvent de Copycat League. Avec le succès des Eagles, c'est principalement de leur D-line. Vous ne trouvez pas que beaucoup d'équipes vont taxer leur recrutement sur ce secteur ? Question de Godgers is Among Us. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, la preuve avec les Rams notamment, qui n'ont pas misé que là-dessus, parce qu'ils ont aussi misé sur les corners. Ouais. Mais après, c'est de plus en plus fréquent, même depuis les Seahawks notamment, on n'hésite pas à renforcer les lignes défensives avec beaucoup de fronts forts notamment qui sont beaucoup axés sur de la rotation et donc du coup qui permettent un petit peu de fatiguer les linemen offensifs adverses. J'ai envie de dire que c'est les Giants qui avaient tapé les Patriots qui avaient aussi ouvert la voie t'as raison, ces dernières années. Question suivante. Question de Dez Bryant. Coucou à lui s'il nous regarde. Avec une free agency efficace et cohérente et une possible draft intéressante avec un receveur et un safety de qualité, les Cowboys doivent-ils trader, voire même couper Dez Bryant pour enfin revenir au plus haut niveau avec une équipe jeune et complète? Dez Bryant qui est donc maso puisqu'il nous demande en gros si les Cowboys vont finir par le couper maintenant qu'ils ont fait un bon recrutement. C'est un peu ce qui lui pend au nez ces derniers mois, on en parlait en fin de saison. Ils en parlent beaucoup. Voilà, c'est aussi Allen Hurns qui peut être un receveur numéro 1, avec peut-être pas l'envergure d'un Dez Bryant, mais qui en tout cas peut pousser Dallas à réfléchir un petit peu s'il y a contre-performance. Il faudrait quand même lui laisser une dernière année pour essayer de prouver. Il a quand même été tellement monstrueux à une époque de sa carrière. Oui, mais il se perd un petit peu. C'est vrai, ça lui prend un peu au nez. Bernard F.A. Cette année ne marque-t-elle pas un tournant dans la NFL avec des équipes qui n'hésitent plus à la manière des Patriots depuis des années à se débarrasser des joueurs trop chers ou remplaçables plutôt que de s'accrocher pour rien, de t'enfermer dans des effectifs ingérables qui ne vont nulle part? Dolphins par exemple, Seahawks, Cards un peu. Des ménages, il y en a toujours eu. Moi, je pense que quand il parlait de tournant, je pensais surtout aux trades comme les Patriots. Parce que là, il y a eu énormément de trades quand même cette année. Oh, puis les Patriots sont habitués quand même. Jamie Collins en sait quelque chose. Oui. Voilà, je veux dire, quand faut pas faire dans le sentiment, complètement. Les Patriots, en l'occurrence, si on prend cet exemple-là. Mais je veux dire, je sais pas si ça a donné une tendance des renouvellements. Après, il y a aussi une donnée qui est à prendre en compte, et c'est vrai qu'on le dit année après année, mais il faut pas oublier qu'il y a un salary cap qui devient de plus en plus important, et que donc, il y a des contrats qui deviennent de plus importants pour les joueurs qu'on a envie de faire signer. Donc, du coup, il y a une charge qui est plus importante à supporter, et
tout ça étant lié, du coup, on en vient à se séparer plus facilement d'un joueur parce qu'il devient un poids un peu plus important sur les épaules. Et forcément, je pense que plus le salary cap va augmenter, plus c'est une donnée qui va avoir son importance prochainement. Allez, une dernière question chacun. Ouais, tu l'avais fait ou c'était je sais plus, vas-y. Question de Jim Browns. Les rumeurs concernant un possible départ d'Odell Beckham vers Cleveland notamment. Je n'ai pas eu cette nouvelle, mais pourquoi pas. Sont-elles plausibles selon vous ou n'est-ce qu'un fantasme des fans et de Jarvis Landry qui était son grand copain d'LSU? Alors, je pense que Cleveland, c'est un fantasme de gens qui parlent entre eux sur Twitter et Facebook parce qu'il n'y a aucune source fiable qui donne ça. J'en ai pas vu, je suis désolé de vous refroidir là-dessus. C'est vraiment juste le copain d'un copain qui doit l'avoir dit sur Twitter et à force que ça Après, il y a la marge de manœuvre. Hein. Tu le disais, il y a beaucoup de choix de draft. Donc, ça peut faire pencher la balance en leur faveur. Et il y a du calme en plus. Voilà. Mais après, donc la question c'était quoi? Est-ce qu'on croyait qu'il allait bouger du coup? Oui, est-ce que ça paraît plausible déjà qu'il parte? Alors Cleveland t'a répondu à la question, mais déjà est-ce que éventuellement un départ paraît possible? J'ai envie de dire que plus rien de méthode. Il y a des rumeurs comme quoi les Giants demanderaient un premier tour de draft. Mais est-ce que c'est pour mettre la pression sur Beckham? Est-ce que c'est vraiment pour négocier avec d'autres franchises? Moi je le donnerais. Hein. Si t'as la place dans le salary cap pour le filer le contrat qui vaut derrière, tu le donnes. Hein. Après, je pense que ça dépend quel premier tour. Je pense que c'est ça. Alors, ça, c'est pas gravé dans le marbre, mais si les Patriots arrivent avec un 31e choix, peut-être que ça va pas les faire triper au point de lâcher Odell Beckham. Il faut top 20, allez. Voilà, voire top 15. Pour un joueur comme ça. Alexandre Nico, bonjour à toute l'équipe. Trouvez-vous fondé et sérieux un potentiel retour de Johnny Football Manziel depuis qu'il a fait des efforts devant des scouts NFL et surtout qu'il serait tenté par son profil qui serait tenté par son profil délicat à gérer? Bonne émission. Bon, il a l'air d'avoir fait amende honorable, plus ou moins, le garçon. Je sais pas, je le trouve dans ses interventions assez articulées, notamment dans ce qu'il a dit sur les comparaisons. Alors, pareil. Oui, après, les comparaisons, il les entend sur Twitter. Faut qu'il oublie que c'est pas la vraie vie, hein, tout ce qu'on dit sur Twitter. Mais en tout cas, l'intervention était plutôt articulée. Il a l'air de... il va lancer à des pro day. Bon, moi j'en sais rien si je le connais pas. Donc s'il fait vraiment une démarche sincère et qu'il est en forme et qu'il fait des choses de qualité qui plaisent aux scouts, bon voilà. Ça coûte rien d'essayer et de voir si on peut avoir une chance. On sait qu'un joueur comme Jamarcus Russell, qui a été un premier choix de draft et qui a été lourdé derrière par Oakland, n'a jamais eu de réelle deuxième chance. Jamarcus Russell lourdé. Bon, il y a des problèmes de surpoids qui sont apparus assez rapidement. Je suis pas dans l'idée que ce soit la situation de Manziel. Donc pourquoi pas, faut voir. On est dans une ligue, encore une fois, où certaines franchises aiment bien les quarterbacks un peu plus mobiles. Manziel rentre dans cette catégorie-là. Les équipes susceptibles de l'accueillir, alors ce serait clairement pas en starter selon moi. Non, c'est un pari dans un Il y a une équipe qui, moi, me paraît être un fit intéressant. Les Seahawks. En doublure de Russell Wilson. Avec Pete Carroll. On sait que Carroll aime bien les joueurs un peu caractériels, revanchards, ce qui serait clairement l'état d'esprit de Johnny Manziel, avec un système offensif qui serait pas spécialement déconnant. Donc c'est éventuellement un point de chute. Après, si... J'allais dire à Houston, parce qu'il a fait Texas A&M, mais derrière Deshaun Watson, c'est pas un cadeau à lui faire. Houston peut-être aussi, ouais, c'est possible. Je sais pas, parce que autant Wilson est établi, donc il n'y aurait pas débat, autant il y aurait toujours un ou deux mecs pour hurler si Watson fait de mauvais matchs et ça les mettrait, ce serait ingérable. Bon, enfin, si tu hurles quand Watson fait un mauvais match en réclamant Manziel, c'est un peu... Oui, je vois ce que tu veux dire. Wilson a le crédit. Le côté déraison locale, voilà. Wilson a le crédit, donc... on est d'accord. Donc voilà. Bon, voilà pour cet épisode 234. On vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, direction la draft. Ça y est, ce sera parti. Vous l'attendez tous. Grégory va se poser là et vous parler de tous les joueurs. Quasiment tous. Hein. On a quoi 300 Non, je déconne. Ouais. Donc en tout cas, on va parler de tous les joueurs qui se présentent, qui sont intéressants, qui se présentent à la draft. L'émission de cette semaine, elle, vous était présentée par American Life Market, épicerie américaine en ligne, qui vous propose plein de bonnes choses. AmericanLifeMarket.com. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee, sur Twitter, c'est @TDActu pour le site, @YellowRadioSa, @Camille Saraben, @Alain Mattei, @TDActu.com. On vous le rappelle, toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On vous dit donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Camille, top générique. Et c'est parti. Merci beaucoup. Bonne fin de match de l'équipe de France à ceux qui regardent en même temps. Ça fait 2-1. La Russie a réduit l'écart. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback.
Attention Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit